Bienvenue chez Berlin et toi, le podcast qui tire le portrait des francophones qui habitent à Berlin. Je m'appelle Gabrielle. Depuis plusieurs années, j'accompagne des artistes, entrepreneurs et individus dans l'éclosion et la floraison de leur personnalité et projets. Berlin de toi a pour objectif de créer un réseau de gens dynamiques, de provoquer des rencontres et vous faire découvrir la ville sous de nouveaux aspects. Excellente écoute et à tout de suite. C'est parti. Chloé Demey, bienvenue. Je suis ravie de t'accueillir sur ce nouvel épisode du podcast Berlin de toi. Je suis ravie d'être là, merci de l'invitation. Ouais, on va parler plein de choses en plus, ça va être très chouette. Et notamment, entre autres, nous allons parler de théâtre, Oui. nous allons parler de vivre en Allemagne. Oui. Parce que tu fais partie des personnes qui ont vécu pas qu'à Berlin. Parce que Tout à finalement, fait. il n'y en a pas tant que ça, en fait. Dans ce que j'ai rencontré, en tout cas le plus récemment, il n'y en a pas tant que ça. Donc ça va être rigolo aussi. D'Instagram, Ouais. de journalisme Oh. et de plein d'autres choses. Et je te propose, chère Chloé, pour commencer, si tu veux bien te présenter. Oui, je suis donc Chloé Demey, j'ai 24 ans. Je viens de Pau et je suis à Berlin depuis juillet de l'année dernière. Donc ça va bientôt faire 1 an. Et voilà, je fais du théâtre. Je travaille à Berlin, en allemand. Voilà, et j'ai fait des études franco-allemandes. C'est pour ça que je parle allemand comme peu de gens qui viennent du sud-ouest de la France. Est-ce que déjà, il y a des gens du sud-ouest de la France en Allemagne ? Eh ben, j'en ai pas encore. Ah si, enfin, non, c'est pas encore vraiment le sud-ouest, mais je connais une bordelaise. Ça commence où, le sud-ouest ? Oh je veux pas me faire d'ennemis, donc je vais pas me tenter à cette question. Mais Bordeaux, c'est pas encore le sud-ouest. Non, C'est encore un peu trop au nord. c'est encore trop au nord, ouais. Ok. Mais on remarque, moi qui habitais à Marseille, j'ai vu que tu avais Ouais. fait Sciences Po à Bordeaux. Moi, j'ai fait Sciences Po à Aix. Ouais. Et c'est très précis où commence le sud, en fait. Mais je crois que c'est vraiment un truc de sudiste de dire le sud, il commence là et le nord, c'est à partir de là. C'est ça, on aime bien se mettre des frontières, on se différencie. Non, mais... Ouais, il n'y avait pas beaucoup de gens, en tout cas, qui... dans le sud-ouest, en tout cas de là où je viens, qui faisaient allemand. Ouais, c'est ce que j'avais demandé. Comment t'en arrives ? On va commencer par ça. Hein. Comment Ouais. t'en arrives à l'allemand ? Alors, ben, en fait, ça a commencé assez tôt. C'est que j'ai fait là où j'ai fait le collège, en fait, à Morlas. Vous ne connaissez pas, c'est normal. C'est une petite ville à côté de Pau. Il y avait la possibilité, en fait, de commencer l'allemand dès la 6e. En plus de l'anglais. Et comme j'avais une affinité déjà, assez tôt, j'étais intéressée par les langues. Je me suis dit, pourquoi pas commencer par de langues. Parce que voilà, je pense que mes professeurs m'en avaient parlé, que ça m'intéressait. Donc j'avais commencé une classe bilingue au collège. Et ensuite, en fait, ça m'a vachement plu. J'ai eu une prof d'allemand, Madame Césac, que j'ai beaucoup appréciée. Et du coup, j'ai continué l'allemand au lycée et j'ai fait un Abibac à Pau. Et donc, j'ai continué ensuite avec Sciences Po Bordeaux, qui avait une filière franco-allemande. Quand tu dis que tu avais une prof d'allemand que tu avais beaucoup appréciée, tu sais pourquoi ? Tu as des exemples ? Oui, elle est toujours prof dans ce collège. Elle est très, comment dire, passionnante dans le sens où elle fait vivre vraiment la langue, en fait. Parce que l'allemand, c'est quand même une langue assez difficile, grammaticalement parlant, pour les Français. Et je trouvais que c'était toujours amené avec beaucoup de jeux. On faisait des vidéos, on faisait des choses vraiment stimulantes en classe. Enfin, en tout cas, moi, ça me plaisait, quoi. Et j'avais aussi un petit groupe, du coup, d'amis qui faisaient cette même classe. Donc, ça soude forcément quand c'est des petits groupes d'élèves. Voilà, on aimait bien l'allemand. Et puis, on a fait aussi un échange scolaire. Et ça motive encore plus parce que très tôt, du coup, on a la chance d'appliquer cette langue dans le pays et de se faire des copains allemands, des copines allemandes, de garder contact quand y a un bon feeling. Et je pense que ça a beaucoup joué dans ma motivation pour garder l'allemand toujours avec moi.
Il était où l'échange scolaire? Alors, le premier échange que j'ai fait, il était à Tostedt, si je me trompe pas. Oui, c'était à côté de Hambourg. Oh, Donc, waouh! ouais, donc chouette, quoi, parce que premier échange, voilà, même si la ville Tostedt en soi, voilà, c'était pas... il n'y avait rien d'exceptionnel, mais c'était quand même une ville très chouette qui était proche d'Hambourg, donc on a pu visiter Hambourg. Donc ça, c'était des super souvenirs, quoi. Et puis c'est vraiment le nord de l'Allemagne en plus. Oui, en plus, ouais. Ouais. Oui, puis c'était vraiment l'opposé. C'est vrai que maintenant, ouais, quand j'y pense, on avait pris l'avion, quoi. Hein, c'était le grand voyage. Ouais. Et au bord de la mer, du coup? De la mer. Il n'y a pas la mer de... Oh là, j'ai honte. Ah oui. C'est la mer du Nord, non? Oui. À Hambourg. Oui, on avait fait aussi une petite excursion, pas à la Ostsee, mais à la Nordsee, ouais. Oui. Après, c'est vieux, hein. J'avoue que j'ai quand même quelques images, mais pas tous les souvenirs bien en place, parce que c'était tôt. Donc, ouais. Et après, j'ai refait des échanges, mais plus tard, au lycée. Là, c'était vers Francfort. Et juste par rapport à Torsten? Non, c'est quoi le Tostedt. Tostedt, ouais. Petite connotation polonaise quand même, non? Ah ouais, mais pas du tout. Assez loin de la Pologne. Okay. Ouais. Vous étiez en quoi? Vous étiez en chambre chez l'habitant? C'était un échange avec des gens sur place? C'était avec des élèves sur place et on était dans les familles en fait des correspondants. Ouais, c'est trop bien ça. Ouais. Moi, j'ai eu la chance de le faire et d'ailleurs à Stuttgart. Ah. Donc c'est pour ça. Ça me fait rire quand j'ai vu que tu avais vécu. Mm. Et ça, c'est vraiment une expérience exceptionnelle. Moi, je me souviens que le premier soir, quand je venais d'arriver, la bonne broute, mais je crois que j'en ai pleuré. Genre vraiment, je suis trop perdue, je comprends rien et tout. Alors qu'ils avaient tout préparé, la table et tout. Et là, je m'étais vraiment sentie genre loin. Parce que t'arrivais pas à discuter avec ta correspondante ou avec la famille. C'est ça, t'as un peu les difficultés de parole. Et puis en fait, t'es vraiment dans une famille d'autres personnes. Et puis à l'époque, on n'est pas les réseaux sociaux, nous. Hein. Oui. Donc t'avais appelé tes parents une fois le soir. Et puis après, c'était en mode, bon, bah voilà, t'es livré à toi, quoi. Là, c'est vraiment une immersion, quoi. Dans la famille, ouais. Mais c'est ce qu'il y a de mieux pour apprendre la langue. C'était chouette, c'est des bons souvenirs. Et du coup, ça t'avait donné l'envie de continuer, j'imagine, c'est de rester ça. avec. Ouais. Et alors, tu disais que t'avais fait du coup un back. Oui. Et ensuite, t'as postulé avec ça. En fait, si je comprends bien, parce que pour Sciences Po X, ils ont aussi une filière d'ailleurs franco-allemande qui est à... Comment ça s'appelle? Freiburg. Mm-hmm. Et elle est où, du coup, celle de... Eh bien, celle de Bordeaux, la filière intégrée franco-allemande est à Stuttgart, voilà. à l'université de Stuttgart, ouais. Parce que du coup, tu postules juste à cette filière, non, dans mes souvenirs? Exactement, ouais. En fait, après le lycée, quoi, quand on faisait nos vœux pour savoir dans quelle fac on voulait aller, etc., j'avais mis que des choix, en fait, franco-allemands, donc des parcours universitaires franco-allemands pour repartir. Et j'avais vu que... je m'intéressais aussi aux sciences politiques parce que j'ai fait ES, j'ai fait une filière économique et sociale au lycée. Et donc, j'ai regardé quel parcours il y avait franco-allemand dans les sciences politiques. Et il y avait plusieurs Sciences Po qui le faisaient, mais j'ai postulé qu'à 2. J'ai postulé à Sciences Po Nancy, que je n'avais pas eu, et à Sciences Po Bordeaux, que j'ai eu. Voilà. Et ça m'a plu. Et du coup, tu disais que tu avais eu l'envie aussi dès le début d'avoir les 2 langues. Oui. Quand tu postulais dans tes études, parce que tu voulais avoir ce truc d'être dans un pays et dans l'autre pour faire tes études. Oui, ouais, je voulais repartir en Allemagne en fait. Et vraiment étudier avec des Allemands, quoi. Pas forcément dans un parcours international, mais être en immersion toujours avec la culture, avec d'autres étudiants de mon âge. Ouais. Et c'était l'Allemagne, t'avais pas envie d'aller en Espagne ou en Italie ou... Ah ça aurait été compliqué parce que je parle pas un mot d'espagnol ni d'italien. Donc c'est vraiment plus la langue et du coup le fait d'être à l'étranger. Je pense que c'est ça. Ouais, j'avais pas d'attache par la famille ou autre. C'est vraiment parce que je parlais l'allemand et que le pays m'avait plu. Donc voilà, je suis restée sur ça. Et alors c'était comment ? C'était chouette. C'était très chouette. Stuttgart, c'est... Alors au début... quand on est à Sciences Po et que il y a beaucoup de filières internationales, c'est pas la destination qui fait rêver, Stuttgart. Et pourtant, c'était quand même très chouette. La fac est
était intéressante. Et puis, la ville est assez étudiante aussi, donc c'était bien. Surtout que les filières internationales, tu restes 1 an sur place à chaque fois à peu près, C'est ou ça. 2 ans. En tout, c'était 2 ans à Stuttgart. Et en fait, c'est en alterné. On fait notre première année à Bordeaux, puis on part à Stuttgart, puis on revient à Bordeaux, puis on repart à Stuttgart. Et après, on a le choix, soit on peut rester plus longtemps ou revenir dans notre école en France, en fonction du master qu'on choisit. En fait, ça, après, c'est plus par rapport à nos spécialités. Et alors, quand tu as ces changements à chaque fois, on dit souvent que c'est dans les études supérieures, en plus, qu'on rencontre nos amis très proches et tout. Tu avais 2 groupes de potes, du coup, entre la France et l'Allemagne, ou c'était... Et non, parce qu'en fait, C'est du ta coup, on classe est une classe binationale. Donc, on arrive... en fait, on garde les mêmes camarades, on va dire, pendant 5 ans. Puisque quand on arrive la première année à Bordeaux, on a la moitié de la classe qui est allemande. Donc, on a des copains allemands qui nous suivent. Après, voilà, quand on arrive au master, en général, ça s'éparpille un peu plus en fonction des spécialités. Mais sinon, on se suit. Donc, ça fait naître des amitiés, quoi, pour la vie. C'est chouette. Surtout que les classes sont plus petites en général. Enfin, Oui. Vous n'êtes pas 300, quoi. Oui. On est une vingtaine. Alors, je ne sais plus exactement, mais on est une vingtaine. Enfin, c'est assez privilégié, quoi, en plus, comme nombre pour apprendre et pour créer des liens. C'est sûr que c'est très, très agréable, quoi. Et il y en a... Tu es resté à Stuttgart tout de suite après, du coup? La fin de tes études? Non. En fait, pour finir mon master, je suis revenue à Bordeaux. Et en fait, C'est sympa quand même, Bordeaux. Hein. Ah oui. Ouais, c'est vraiment très sympa. Je suis née à Toulouse, mais j'avoue que j'adore Bordeaux. Je dis ça parce qu'il y a toujours un peu la concurrence entre Toulouse et Bordeaux. Mais non, je suis très attachée à Bordeaux. Et c'est une ville qui est très très chouette. J'ai beaucoup aimé y vivre. Franchement, ouais. Du coup, j'ai cherché, en fait, après mon master, un travail... un stage, plutôt. Et en sortant de la crise, du corona, etc., c'était assez compliqué de repartir directement en Allemagne. Donc, finalement, je suis revenue dans ma patrie, paloise, pour faire un stage. J'ai travaillé un petit peu, du coup. Ensuite aussi, je suis restée en CDD là-bas. Et puis ensuite, j'ai eu envie de repartir en Allemagne. Et c'est pour ça que j'ai atterri à Berlin. Ah oui, en fait, t'as pas habité... Je pensais que tu avais habité en mode travail à Stuttgart. Mais en fait, tu as été... Pourquoi Berlin? Alors, j'ai travaillé un petit peu à Stuttgart, mais quand j'étais encore étudiante, en fait. Ok. Sur la 2e année, j'avais pris... En fait, comme le système universitaire allemand est quand même moins lourd au niveau horaire de C'est cours. bien dit. Voilà, on a quand même plus de temps libre. Et donc, ce temps libre, on peut en profiter pour faire des choses... du bénévolat, des associations et travailler aussi. Et donc, moi, j'avais travaillé dans un bureau... d'urbanisme la 2e année, mais c'était pas un travail à temps plein, c'était à côté de mes études. Je trouve que le système universitaire allemand, avec ses... J'avais calculé, j'avais été à Leipzig, du coup, pour ma 3e année, quand, dans le cursus des autres Sciences Po, on va dire en général, la 3e année se fait à l'étranger. Et j'avais été à Leipzig et j'avais calculé le nombre d'horaires que j'avais par semaine de cours. Et c'était 10 heures présentielles. Ouais. Contre les 37 qu'on avait à Aix. Et oui, ouais. Et 10 heures, c'est génial parce que, évidemment, tu viens hyper différemment dans le cours. Parce que c'est pas des gens qui te lisent ou qui te transmettent juste des infos, mais c'est vraiment de la discussion et de l'échange. Oui. Et en plus, c'est hyper... Enfin, moi, je m'étais toujours demandé pourquoi les Allemands avaient des super beaux apparts. Tu sais, on coloc à plusieurs, hyper décorés. Alors, quand t'as 10 heures par semaine, t'as le temps, ouais. Oui. Oui, c'est vrai. En plus, j'avais fait la réflexion. Oui, c'est vrai. Ils ont que des trucs incroyables. T'as des hamacs, t'as des boules à facettes partout. Je sais pas, ils ont des trucs ils investissent vraiment. C'est pas on rentre de cours, on dort et on mange et on dort. Non, c'est vrai que c'est encore un autre environnement. Oui, et puis vu qu'en plus, ils mettent 6, 7, 8 ans à faire leurs études, généralement, ils restent dans l'appart. Oui. Ce longtemps aussi, quoi. C'est vraiment un autre monde, quand même. Hein. Oui. Et ça, j'ai trouvé vraiment ça chouette de changer justement chaque année. Bon, au-delà du côté pratique de déménager tous les 6 mois, c'est quand même très chouette de changer parce qu'en fait, on se rend compte que c'est très différent. Le système français
versus le système allemand. Déjà, j'avais pu le remarquer quand j'avais fait des échanges scolaires par rapport à la posture des élèves en classe vis-à-vis des professeurs. Les professeurs qui sont peut-être... qui font cours différemment aussi, on le voit dans les études universitaires après. Et effectivement, on a plus de temps libre en Allemagne, donc on peut aussi faire nos expériences en dehors du système scolaire. Et c'est pas mal aussi. Moi, je me souviens que j'avais vraiment appris à cuisiner, en fait, aussi, avec le temps libre que j'avais. Ouais. Tu vas sur les marchés, du coup, tu prends du temps de te renseigner qu'est-ce qui est quoi, tu discutes avec les gens. Enfin, j'avais trouvé ça ouf, en fait, ce point de vue social. Ouais. Et puis, en même temps, je trouve le côté français assez chouette de dire, tu fais ton truc, tu vas jusqu'au bout. Et pas avoir ce... Je trouve ça un peu particulier, ces années de réflexion où tu changes 4 fois d'études en Allemagne. Je pense qu'ils prennent ça avec beaucoup de confort, je trouve. Avec beaucoup de... C'est vrai. On paye rien, en plus. C'est vrai, oui. Et ils ont aussi quand même la culture de... J'ai mon bac, je me prends une année de pause pour réfléchir, pour partir à l'étranger, pour peut-être rentrer dans la vie professionnelle aussi. Et en fait, ce temps de réflexion pour ensuite dire je vais faire telle licence, tel master ou pas de master. Et quand j'aurai 30 ans, j'écrirai une thèse, on ne sait pas pourquoi. Enfin voilà, je caricature, mais par rapport à la France, c'est très différent. Nous, c'est quand même très... on sort du bac, qu'est-ce qu'on fait après ? Et on part en général pour 3 ans de suite ou 5 ans, ou parfois des études plus courtes, mais on se laisse moins le temps de réfléchir. Après, parce que le système est différent. Voilà, c'est juste très différent dans l'approche, ouais. Ouais, c'est marrant. Mais du coup, je trouve qu'au final, entre les Allemands qui ont pris plus de temps et les Français qui ont été plus acharnés au début, on va dire, je trouve que quand tu te retrouves avec des équipes mixtes, c'est vachement bien en fait, parce que vu que les Allemands, souvent, ils ont pris ce temps de réflexion et tout, ils ont aussi plus une forme de maturité ou de confiance en eux qui est vachement agréable en fait. Oui. Et les Français, en même temps, ils tirent plus le truc, où ils questionnent derrière, où ils remettent en question, mais ils poussent. Alors que les Allemands, ils sont plus en mode tranquille, et puis au pire, c'est pas très grave. Et puis, de mon caricature, évidemment, mais... Oui. Ah, c'est vrai que c'est enrichissant. Enfin, surtout, le fait d'avoir eu des je trouve que ils abordent les études différemment dans le sens où ils ont eu des expériences professionnelles avant. Nous, on a la théorie et ensuite on a la pratique. Et des fois, il y a un écart aussi. Et voilà, ouais, c'est vrai que c'est bien de travailler en équipe mixte. L'équipe mixte, c'est vraiment fort. Ouais. Et en plus, toi, tu parles très bien allemand, j'imagine. Oui. Enfin, oui, je travaille en allemand en tout cas. Ouais. Et voilà, ouais. Parce que ça fait une différence aussi. Je trouve, ton niveau de langue te permet aussi une forme d'intégration qui est plus poussée. Oui, où tu comprends mieux, tu saisis les nuances, ce genre de choses aussi. Ça, c'est vrai. Je pense, pour avoir rencontré quelques étrangers qui parlent l'anglais, par rapport à Berlin, en tout cas, c'est très facile de vivre à Berlin puisque beaucoup de personnes parlent anglais et que c'est très multiculturel. Mais il y a un côté plus compliqué dans le sens où on s'extrait un peu de la culture allemande parce que beaucoup de choses passent par la langue. Et puis aussi, si on veut parler à des personnes plus âgées qui ne parlent pas forcément l'anglais, etc., l'allemand, là, c'est tout de suite intéressant. Je suis contente de le parler pour ça aussi, ouais. J'ai une question pour toi. Oh, oui. Est-ce que quand tu vas dans des cafés ou des restaurants où les mecs ils te parlent en anglais, tu réponds dans quelle langue ? Je réponds en allemand parce que ça m'énerve. Je suis là, oui, j'ai un accent, mais je parle allemand. Parlez-moi allemand, s'il vous plaît. Après, il y a aussi parfois des serveurs qui sont anglais, enfin, qui parlent que l'anglais aussi. Attends, non, parce que moi, je te pose la question pour ce genre de serveur-là. Ah oui. Moi, je leur répondais, je suis en mode, faut apprendre, hein. L'aile lourde. Ouais, c'est vrai. Moi aussi, parce que j'ai envie de pratiquer l'allemand, je veux pas parler anglais. Je suis d'accord. Et alors, du coup, comment t'es arrivée à Berlin ? Alors, pourquoi Berlin ? C'est une bonne question. En fait, ça s'est fait après ma première expérience professionnelle, après les études. Donc, j'ai travaillé dans une administration publique. J'étais à la communauté d'agglomération de Pau. J'ai voulu donc repartir en Allemagne, donc j'ai cherché du travail. Donc je n'étais pas sur place, donc j'ai passé beaucoup de temps sur Internet à faire des entretiens à distance, parce que je ne pouvais pas me déplacer pour chaque entretien vu que j'habitais encore dans ma région.
Et en fait, je me suis concentrée sur les villes qui emploient quand même pas mal. Donc j'avais Hambourg et Berlin dans mes centres d'intérêt, enfin par rapport aux structures que je recherchais, etc. Je m'étais concentrée sur ces deux villes et en fait ça a fonctionné avec une organisation qui était sur Berlin. Donc c'est comme ça que je suis arrivée à Berlin. Donc c'est un peu... Enfin, c'est totalement par le biais du travail et c'était pas forcément par affinité de la ville à 100%, même si j'étais déjà allée à Berlin, que j'aimais, que... Voilà. Je savais à peu près où j'atterrissais, mais c'était quand même pour le boulot avant tout, quoi. Tu avais été dans quel cadre avant ? J'y suis allée une première fois avec ma mère et ma grand-mère pour le tourisme quand j'étais Trop cool. au collège. Ouais, c'était super chouette. Attends, il faut qu'on fasse une pause. Comment ça avec ta mère et ta grand-mère ? Vous êtes dit on fait un voyage entre nous ? Oui. Ben, en fait, j'avais une grand-mère très très voyageuse. Et avec ma mère, du coup, on a fait 2 voyages comme ça à 3. On était partis à Londres et à Berlin. Donc, c'est hyper sympa, ça s'organise. Tu te souviens un petit peu ? Comment ça s'était organisé ? Un petit peu vieux quand même, mais oui, bah en fait j'avais une grand-mère très 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 voyageuse dans le sens où voilà, il y avait toujours une bonne raison de partir et on est on était très proches et du coup elle nous avait proposé, je sais plus si c'est ma mère ou si c'est ma grand-mère, mais il y avait un peu une idée de bon on laisse les garçons à la maison et puis on part toutes les 3. Et voilà, donc on avait fait ça, mais c'était un week-end prolongé, quoi. On n'était pas partis une semaine. Et donc on avait fait, je pense, les trucs les plus emblématiques de Berlin, le mur, la porte de Brandenburg. Mais j'ai pas de souvenir encore très très concret de ce qu'on avait vu, parce qu'en fait j'y suis revenue plusieurs fois, mais dans un autre cadre avec une de mes meilleures amies de Sciences Po. Avec Mathilde, qui était... sa sœur a habité à Berlin plusieurs années, donc on était venus lui rendre visite. Voilà. La meilleure façon de découvrir Berlin. Enfin, de découvrir n'importe quelle ville, après. Mais... Ouais. Et oui, parce qu'avec les gens qui y vivent et qui connaissent tous les petits... les endroits à visiter, quoi. Et j'y suis retournée encore une fois, juste avant le coronavirus. Avec mon groupe de théâtre. On avait fait un nouvel an là-bas. Et c'était génial. Incroyable. Groupe de théâtre, d'où du coup ? De Sciences Po. C'était la troupe qui s'appelait Les Impertinents du spectacle à Sciences Po Bordeaux. Et pareil, on avait un super groupe très soudé. Donc on s'est vus plusieurs fois pour des nouvel an, dont un où on est parti à Berlin. Ah ouais, c'était pas en mode franco-allemand ou un truc comme ça. Vous n'avez pas fait une pièce Non, la pièce était en français. Non, c'était vraiment... faire la fête. Voilà, pour faire la fête, et on avait pas mal de gens dans le groupe qui étaient du groupe franco-allemand, donc qui connaissaient l'Allemagne et qui avaient envie de partir à Berlin. Je vais le redire, mais alors, sur ce podcast, le nombre de personnes que je rencontre qui font du théâtre, c'est hallucinant. Mais c'est fou. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Donc, avant d'en arriver quand même au théâtre, quand tu pars du coup à Berlin avec ton contrat en poche, j'imagine, oui. Du coup, ça se passait comment ? Ta famille, elle savait que t'allais partir, t'étais prête ? Oui, j'avais préparé le terrain, disons. Bon, ma famille proche, mes parents et mon frère sont habitués à ce que je parte, souvent vu que j'étais dans un parcours où je partais tous les 6 mois à droite à gauche. Donc c'était pas une nouveauté, et puis j'avais eu cette expérience juste après les études de revenir en fait dans ma ville natale, on va dire, parce que j'ai grandi à Pau. Donc j'ai aussi réapprivoisé la ville dans laquelle je venais après plusieurs années d'études où j'étais pas du tout chez moi en fait, et j'ai beaucoup aimé ce moment-là. J'ai fait mes premières expériences professionnelles et je me suis dit bon, maintenant j'ai un peu, voilà, c'est bon, j'ai mes trucs, j'ai mes outils en poche, et je pense que c'est le bon moment pour repartir en Allemagne, parce que ma peur c'était un petit peu de passer trop de temps on la connaît. dans le nid, d'avoir un peu trop mes repères, d'être très à l'aise à Pau avec mon entourage, etc. Enfin, ça c'est très agréable de retrouver sa famille, de pouvoir dire à son frère on se voit ce week-end, de pouvoir dire à sa meilleure amie de l'école on se voit demain, c'est super. Mais le risque c'est de rester très longtemps, de plus parler allemand et d'avoir plus de choses à perdre entre guillemets en repartant plusieurs années plus tard. Enfin, c'est une peur que moi je me suis mise en tête, mais c'est peut-être pas forcément vrai. Mais c'est ça qui m'a poussée un petit peu à me dire bon,
c'est chouette, mais maintenant, ça serait bien que tu prennes ton envol ailleurs. Tu tentes un truc, on verra. Et en plus, j'ai eu la chance que mon copain me suive, donc je ne suis pas partie seule. J'ai eu la chance sur ça. Je comprends ce côté de... moi, j'ai eu le même truc où je me disais, en fait, c'est plus simple de revenir après, quitte tu vois, quitte à me dire, en fait, c'était pas la bonne expérience. Oui, ou de peu faire importe. ces échecs. Plutôt que partir là tout de suite. Enfin, rester, je veux dire, en France et partir plus tard. Ouais, j'avais un peu peur de ça. Et alors, sans vouloir trop rentrer dans votre intimité, lui, il parle allemand ? Il était à l'aise avec... C'est un sujet également. Il apprend, hein, bien sûr, mais c'est vrai que heureusement que c'était Berlin, dans le sens où avec l'anglais on s'en sort bien à Berlin, mais pour l'instant il ne parle pas allemand parce que lui, espagnol quoi. Ah voilà, et lui évidemment. Voilà. Est-ce que dans tes routines berlinoises, t'as repris... Est-ce que t'as pris un bout du Sud avec toi ? Des habitudes ou des trucs comme ça où tu te dis ça c'est la maison genre ? Ça c'est la maison. On reste très français sur la façon de manger, hein. C'est sûr que l'Allemagne ça dépayse quand on connaît pas. Après, les heures peut-être aussi, parce que c'est vrai que les Allemands, si je reste sur la thématique des repas, ils mangent plus tôt. Nous, on est un peu espagnol sur ça, on mange tard, on cuisine tard. Peut-être plus sur ça. Après, je fais pas... Non, je vois pas d'autres trucs. Ça va faire à peu près 1 an, c'est ça que t'es là ? C'est ça. Ok. Ouais. Parce que moi, j'ai remarqué... J'ai eu la première année que j'ai trouvé dure pour tous les changements, apprendre vraiment l'allemand professionnel au travail et tout. Oui, ouais. S'intégrer, les premiers hivers, machin. Et en fait, là, ça va faire 2 ans et demi. Mm-hmm. Et là, je me suis rendu compte, tu vois, j'avais une formation professionnelle. La première chose que je fais quand je reviens, et qu'il est hyper tard, je vais me prendre un döner à côté de chez moi et je le savoure, genre, de ouf. Et j'aurais jamais cru ça, tu vois, il y a quelques années. Et en fait, je me rends compte qu'il y a plein de trucs que je comprenais pas ou qui me saoulaient, où je disais, les Allemands, ils ont pas le côté du goût. Tu vois, je trouve que c'est pas... Je sais pas comment dire, mais en même temps, ils ont ce truc de... ils ont faim, ils mangent un truc léger, et en fait, ils mangent des concombres et tout. Et je sais pas comment dire, mais ce qui me paraissait... que tu regardes d'un point de vue très tu sais, genre très français, c'est vraiment pas ouf. Plus ça va, plus j'ai beaucoup d'affect en fait pour ça. J'étais en train de me dire, c'est marrant, je commence à tomber amoureuse de l'Allemagne, tu vois. Enfin, je sais pas comment dire, mais des petits trucs entre. Et je pense que justement, t'as besoin de temps et de vivre vraiment l'expérience pour commencer à voir les interlignes, quoi. Oui, et puis au bout d'un moment, on chope des habitudes du pays aussi. C'est ça. C'est sûr que quand je vais rentrer, je vais sûrement avoir des habitudes que j'avais pas avant. Quand je vais rentrer pour quelques jours dans ma famille ou quoi, où on va se dire c'est l'Allemande là qui nous sort ses habitudes berlinoises, alors qu'on se rend pas forcément compte et qu'on se sent totalement étranger sur certaines habitudes. Et pourtant, l'Allemagne et la France, ça reste quand même relativement proche, hein. On n'est pas non plus dépaysés totalement, mais sur certaines choses, il y a des choses qui choquent, Je suis d'accord. Qui peuvent choquer. Non, moi, j'avoue que le truc préféré que je garde quand même de la France, c'est les fêtes culinaires et tout. Ouais. Genre la galette des rois, tu sais, la chandeleur. Enfin, je sais pas, c'est des trucs que j'amène du coup au bureau et vraiment ils sont en mode qu'est-ce que tu nous ramènes encore? Genre... Qu'est-ce que c'est encore cette fois? C'est ça. Encore une spécialité de là-bas. Une anecdote justement par rapport à ça. Dans mon bureau, on fait souvent des déjeuners d'équipe. Et en fait, chacun ramène quelque chose à cuisiner, etc. Et il y avait une fille qui a ramené une machine à crêpes. Et qui avait préparé la pâte et tout le monde pouvait se faire des crêpes en fait en live. Les petites ou les grandes? Non, c'était un grand truc, voilà. Et donc, je sais pas, moi, j'ai pas réalisé. Et en fait, au moment de me faire la crêpe, tout le monde m'a regardée et la fille qui avait ramené la machine à crêpes a dit c'est la Française qui fait sa crêpe parce que là c'est la spécialiste, attention. Sauf que moi j'avais jamais utilisé de machine à crêpes en fait. J'ai totalement raté ma crêpe, donc ils étaient outrés que la seule Française du couple ne savait même pas faire sa propre crêpe. Pas ouf Chloé, hein. Vraiment, franchement, là j'ai déçu quoi, parce qu'ils avaient mis tellement d'enjeux sur... C'est la Française, elle va faire sa crêpe, elle va nous montrer comment ça marche, et moi pas du tout quoi. C'est vraiment un truc de tu représentes le pays quoi. C'est ça. En fait on se rend pas compte qu'on est vraiment labellisé... sur certains trucs, comme nous on peut le faire quand on voit un étranger, on se dit ça c'est le truc du pays quoi.
Et ouais, c'est rigolo. Et tu travailles dans quelle boîte, du coup ? Je travaille dans une ONG qui s'appelle Cradle to Cradle NGO. Voilà, donc c'est... Donc, pour nos amis pas trop anglophones, c'est Cradle to Cradle. To Cradle. En plus, je le prononce pas super bien en anglais, donc voilà, on Cradle to Cradle, qui veut dire du berceau au berceau. C'est un concept, en fait, qui fait partie de l'économie circulaire. Voilà, bon, je ne sais pas si... Vas-y. Si je dois... Si tu as envie d'en parler. Oui. C'est un concept, en fait, qui a été inventé dans les années 90 par un chimiste qui s'appelle Michael Braungart et un architecte qui s'appelle William McDonough. Comment il quoi ? Et en fait, ça va un petit peu plus loin, on va dire, que le concept d'économie circulaire classique dont certains connaissent, ont déjà entendu. Et en fait, ça va aller plus loin que ce concept-là dans le sens où ça prend en compte des critères comme par exemple la santé des matériaux, comment on crée de la plus-value quand on conçoit un produit. En fait, ça prend en compte des critères de design de produits qui vont un petit peu plus loin que l'économie circulaire dont on entend parler. Par exemple, recycler, c'est super de recycler parce que les déchets sont plus des déchets, mais sont quelque chose pour un nouveau produit. Mais en fait, parfois, on n'intègre pas, si on n'intègre pas cette pensée du berceau au berceau, on va pas forcément faire attention que recycler du plastique pour en faire un t-shirt, c'est peut-être pas forcément la meilleure façon de recycler cette matière parce que après on va la porter et qu'elle va avoir une incidence sur notre santé, par exemple. Bon, voilà, je donne cet exemple-là, mais c'est peut-être un peu... c'est juste un détail, mais tu vas pour voir la différence juste entre le simple fait de dire on va recycler quelque chose, là on va penser différemment, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte le scénario d'utilisation des produits. Donc si c'est quelque chose qui est de l'ordre du textile, c'est important de faire attention que ce textile soit bon pour la santé ou soit bon pour l'environnement. Parce que par exemple, quand tu vas laver tes habits, dans une machine à laver par exemple, il va y avoir des microparticules qui vont sortir. On entend des fois parler de ces microplastiques en fait, qui atterrissent ensuite dans l'eau et donc dans nos sols. Donc sur le long terme, ça paraît anodin de dire bon, c'est des microplastiques, mais en fait, ça pollue notre environnement. Et ça a une incidence sur notre santé. Et en fait, donc, le Cradle to Cradle permet de penser un peu les choses différemment et de dire, bon, ok, on a un problème de ressources, on a un problème de pollution, on nous dit tout le temps qu'il faut faire attention, qu'il faut moins consommer, qu'il faut moins jeter, qu'il faut moins, et qu'on est trop sur Terre et qu'en fait, on a un impact négatif. Le Cradle to Cradle, il dit, en fait, on peut avoir un impact positif et ne pas tout le temps réduire notre empreinte sur la Terre, mais en fait, on peut l'augmenter positivement. Le but, c'est juste de faire les choses différemment et mieux. Ne pas dire, faut faire moins, faut être moins mauvais. On peut dire, on peut être vraiment bien, en fait. Il faut juste réfléchir à comment on fait les choses. Et si on prend en compte tous ces critères de santé, critères sociaux, critères économiques, critères environnementaux, on peut concevoir des bâtiments, on peut créer des habits, des nouveaux produits qui sont bons sur le long terme pour nous et pour l'environnement. Je résume à gros traits. Les spécialistes peut-être ne seront pas d'accord avec mon explication, mais moi je le vulgarise comme ça. Voilà. Comment vous travaillez du coup avec les gens? On vous contacte pour vous dire ce que vous pouvez venir analyser? J'ai pas expliqué ce que faisait l'ONG en fait. Non mais déjà c'était très clair l'explication. Alors merci. Voilà, bon ça c'était le concept en fait. Mais cette ONG, donc elle a été créée il y a 10 ans à Berlin par Nora Sophie Griffan et Tim Jansen, qui sont donc deux Allemands. L'anecdote c'est que Nora Sophie Griffan est la fille en fait de l'inventeur du concept, Michael Braungart. Et en fait ils ont créé à deux cette ONG il y a 10 ans pour vulgariser en fait ce principe, parce qu'il n'y avait au niveau mondial en fait aucune organisation qui faisait de la sensibilisation pour parler de ce concept et mettre en lien des gens qui veulent travailler sur selon ce principe-là.
que ce soit dans le niveau politique, économique, que ce soit au niveau éducatif. Donc c'est la mission de l'ONG, c'est de démocratiser, sensibiliser sur ce thème-là et mettre en lien des gens. Parce que du coup, si je comprends bien, a priori, si toi, tu es fabricant de t-shirts, tu vas réfléchir au fait que tu ne peux pas utiliser du plastique parce que ce n'est pas une bonne solution, mais en même temps, il faut y penser. Si je comprends bien, en fait. Tout à fait. En fait, on n'est pas... Enfin, on n'est pas... Moi, je parle aussi de mon point de vue, c'est-à-dire qu'avant d'arriver là, je n'avais jamais entendu parler de ce principe. Alors que je m'intéresse à des sujets environnementaux, je suis végétarienne depuis 3 ans, j'ai pas l'impression de vivre dans une grotte, et pourtant j'ai découvert ce truc et ça m'a fait une petite explosion au niveau cérébral en me disant « Ah, ok, ça existe ». En fait, effectivement, il faut juste faire connaître ce sujet et voir aussi ce qui existe déjà, parce que peut-être que les gens qui vont écouter ça vont dire « Oui, bon, c'est joli, tout ça, mais ça n'existe pas, c'est trop compliqué, comment on peut y arriver ?» Et en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui sont déjà certifiées aussi, parce qu'il y a une certification qui reconnaît ces critères-là, qui n'a rien à voir avec notre ONG, mais juste pour dire, il y a par exemple, il y a déjà un label qui existe et il y a des entreprises qui produisent selon ces principes-là. Et il y a aussi des villes qui se sont déjà engagées, en Allemagne en tout cas, à faire attention à ces principes-là et qui du coup mettent en lien des entreprises, mettent en lien des politiques, etc. pour créer des projets innovants et nourrir ce principe de Cradle to Cradle, le mettre en pratique, voir ce qui marche pas, comment on peut faire mieux. Et moi, mon boulot dans l'ONG, c'est d'animer un réseau de collectivités territoriales et d'entreprises qui travaillent au niveau local, comme des bureaux d'architecture par exemple, pour offrir une plateforme de mise en réseau et soutenir ces projets-là, apporter de l'expertise quand on peut et accompagner ces projets qui sont quand même super chouettes pour notre avenir et qui apportent un peu d'espoir. Collectivité territoriale, t'es vraiment l'Allemagne profonde, quoi. Ouais, il y a des villes dont j'avais jamais entendu parler avant. Tu t'y déplaces ? Parfois, ouais. Après, comme là, le réseau grossit pas mal, on est quand même souvent à Berlin. On peut pas aller tous les 4 matins dans toutes les villes, puis on reste une ONG, donc on n'a pas beaucoup de moyens non plus. Mais oui, je suis déjà allée sur place, dans le cadre aussi d'événements ou qui mettent en réseau des acteurs des communes. On s'y déplace, on essaye de rencontrer les gens vraiment en vrai. Et c'est chouette, ouais. Et du coup, les gens qui participent à ce réseau, ils viennent par exemple avec un projet où ils disent on cherche quelqu'un pour faire, ou comment ça fonctionne ? Alors, il y a plusieurs voies différentes. Faut savoir qu'en fait, cette ONG, elle a énormément de bénévoles dans toute l'Allemagne. Il y a plein de groupes régionaux en fait qui se sont formés. Donc, c'est des gens en fait qui font ça dans leur temps bénévole. Et souvent, en fait, ils vont voir des politiques sur place. Ils en parlent et ils impulsent des projets aussi. Et donc, parfois, quand ça passe par les bénévoles qui sont partout en Allemagne, ils vont nous donner le contact d'un maire, par exemple, qui trouve ce concept super, mais qui n'a pas beaucoup de connaissances là-dessus, et qui va du coup se tourner vers l'ONG pour en apprendre plus, peut-être adhérer à notre réseau, et ensuite participer à ces plateformes de mise en réseau de gens. Ou par exemple, des fois, c'est vraiment des projets concrets, des gens aussi qui viennent du domaine de l'architecture, qui viennent du domaine du textile, c'est très varié, qui, pareil, on va avoir besoin d'un expert dans le domaine. Donc parfois, c'est pas nous l'expert, mais nous, on sait qui contacter pour mettre en réseau cette personne avec l'expert en question ou l'experte en question. Voilà. Donc c'est très différent. En fait, j'ai pas d'explication modèle, puisque ça dépend des projets et des villes aussi. Les événements, ils sont accessibles pour des personnes qui en font pas partie ? Pour les curieux ? Alors, l'ONG organise beaucoup d'événements ouverts au public, grand public, c'est-à-dire, ça peut être autant quelqu'un qui n'a jamais entendu parler du principe comme quelqu'un qui est expert. Après, nous, les communes dont on s'occupe, elles payent une adhésion, donc les événements qu'on organise sont exclusifs, puisque c'est une plateforme de mise en réseau et l'ONG doit aussi vivre, donc c'est quelque chose qui n'est pas ouvert à tous. Il faut adhérer, soutenir l'ONG, être vraiment engagé.
Voilà, mais ça dépend. Après, on est 40 dans l'ONG, donc il y a beaucoup de services différents. Il y en a qui vont auprès des écoles, il y en a qui travaillent que avec des grandes entreprises. Nous, voilà, mes collègues et moi, ça va être juste les communes et les petites entreprises communales. Mais on parle à différents groupes, groupes d'acteurs. Donc, Berlinois et Berlinoises qui auraient une sensibilité à la question écologique ou ce genre de choses peuvent chercher Cradle to Cradle Berlin, éventuellement trouver des événements ou te contacter. Exactement, et venir, s'ils veulent découvrir un peu plus ou voir. Parce que du coup, il y a aussi des actions bénévoles, si je comprends bien. Oui, voilà, il y a des groupes régionaux, en allemand on dit Regionalgruppen, et il y en a un par exemple à Berlin. Donc si ça vous intéresse, surtout n'hésitez pas, regardez sur le site internet, le site c'est C2CNGO, donc C2CNGO, et il y a des événements qui sont régulièrement publiés sur le site, donc ça peut être intéressant, voilà, juste de voir ce qu'on propose de temps en temps. Et du coup, si je rembobine, toi, tu étais assise dans ton salon à Pau. Exactement. Et tu t'es dit, ok, je suis prête à partir à Berlin pour cette annonce-là. C'est ça. En fait, ça s'est fait parce que j'ai fait en fait des expériences dans le domaine de l'urbanisme et collectivité territoriale, notamment la rénovation urbaine. Ça m'avait vachement plu, donc je voulais garder ce lien avec tout ce qui était les projets communaux, les structures communales, comment ça fonctionne, quels sont les acteurs qui sont mis en lien, que ce soit des urbanistes, des architectes, les politiques, les habitants. Tout ce groupe d'acteurs m'intéressait. À Sciences Po, on apprend beaucoup à ça aussi, c'est-à-dire on est expert de rien, mais on est capable de comprendre ce que nous dit un architecte et de transmettre un message à quelqu'un qui parle pas la langue de l'architecte. C'est un bon résumé, oui. Voilà, donc je voulais garder ce truc-là, mais j'avais un peu soif de nouveautés. L'Allemagne, ils sont toujours assez précurseurs, ils ont toujours des super concepts, et puis... C'est vrai ça ? Tu trouves ? Dans le domaine du développement durable, en tout cas, moi je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses à apprendre. Après, la France, on est aussi innovant sur certains trucs, mais voilà. C'était pas tant par rapport à la France, mais moi qui suis dans une entreprise allemande, je les trouve pas très modernes, quoi. Que ce soit dans... Il faut absolument que j'en parle avec qu'il fasse reconnaître, s'il écoute. C'est ce truc de... Moi, je trouve qu'il y a un vrai sujet en Allemagne sur la responsabilité personnelle. Personne n'a envie de prendre de décision dans une boîte, t'as l'impression. Personne n'a envie d'assumer de dire des choses. On pourrait dire c'est partout, mais je trouve que les Allemands, ils ont une prépondérance fort quoi là-dessus. Avec, je sais pas comment dire, ils veulent pas faire trop de remous non plus. Mais en même temps, c'est ce qu'on me dit, c'est assez rigolo parce qu'en plus, depuis la France, on a souvent cette idée de l'Allemagne de très innovante, très responsable, très avancée. Donc, je dis pas que c'est pas le cas, mais je dis que mon expérience en grande entreprise, c'est... Mais bon, peut-être que les grandes entreprises françaises sont pareilles aussi. Peut-être, ouais. Mais notamment d'un point de vue hiérarchie, par exemple, le truc que nous, on a le plus, qui est quand même flagrant, c'est à toi, si tu as une idée, de convaincre tout le monde pour essayer l'idée. Tu vois, c'est pas tu commences l'idée et après on regarde les résultats et on l'applique. Mais c'est vraiment, tu dois en discuter avec tout le monde, il faut que les gens le sachent, il faut qu'ils soient d'accord et tout. Oui, quoi. Je suis d'accord. Mais ça, j'ai l'impression... Alors, c'est très personnel, mais je pense que c'est un côté démocratique poussé peut-être parfois à l'extrême. C'est-à-dire que pour qu'une décision soit appliquée, enfin qu'on dise, ok, cette idée, elle est cool, on prend la décision de la mettre en pratique, on va s'assurer que... tout le monde en a discuté, tout le monde a dit noir, blanc, gris, voilà. C'est ça. À nuancer le truc, à prépondérer le truc, voilà. Et peut-être du coup, ça, je suis d'accord sur le fait que c'est moins propice à la prise de risque, de dire, bon bah ok, il y a une prise de décision, on voit, ça marche pas. Donc peut-être plus de prudence, mais très lié justement à la discussion. C'est très démocratique. Enfin, moi je le ressens comme ça. Hein. Après, bien sûr que il y a des structures peut-être qui le sont moins, mais j'ai l'impression qu'il y a ce côté-là. Et après aussi, les Allemands sont très attachés au protocole. Et quand un protocole n'est pas écrit, c'est compliqué. Tout est sujet à
il y a un fil rouge, on le suit. On a déjà testé ce protocole, donc on le met en pratique. Et quand quelque chose peut-être sort du cadre de ce protocole-là, ça ne veut pas dire que jamais on le fera, mais ça va prendre du temps avant qu'on s'y risque, parce que Exactement. ça suppose un nouveau protocole. C'est exactement ça, ouais. Et du coup, ce que je voulais te demander dans ce cadre-là, c'est est-ce que toi, ton côté française, tu t'en sers d'une façon ou d'une autre dans ton travail, ou notamment, est-ce que par exemple, tu jettes un coup d'œil de ce qui est fait en France dans ton cadre, enfin, tu vois, dans ton domaine de compétences, ou est-ce que ta façon de réfléchir, ou tu vois que c'est un peu différent et puis ça t'apporte quelque chose ou pas du tout? Oui, je pense que ça m'apporte quelque chose parce que je pense que ça peut énerver un petit peu mes collègues. Mais le protocole, bon, je le regarde toujours avec un petit sourire en me disant, bon, ok, d'accord. Il faut peut-être, peut-être qu'en fait, j'y attache moins d'importance. Je vais le suivre, mais je vais peut-être avoir cette espèce de pensée arrière en me disant, c'est un cadre rassurant, mais on peut peut-être le voir différemment. Après, je dirais pas que je le mets en pratique tous les jours, parce que j'ai pas eu non plus énormément d'expériences professionnelles qui m'ont permis peut-être de tester des prises de risque, des innovations, etc. Surtout que ma seule expérience professionnelle en France longue était dans une collectivité territoriale où là encore c'est une structure très différente parce que très hiérarchisée. Pareil, on ne prend pas des décisions tout seul dans une collectivité territoriale, c'est toujours soumis à l'approbation d'un chef de service, d'un directeur ou du maire, enfin voilà. Donc je dirais pas que j'ai pu encore vraiment apporter ma petite touche, ma petite French touch. Mais je pense que c'est, comme on peut en revenir à ce que tu disais au début, la mixité des équipes, de toute façon, c'est riche parce que les idées, du coup, vont dans différents sens et on peut arriver à la fin à une entente et à un résultat différent que si on avait travaillé qu'avec des Allemands ou qu'avec des Français. Oui, je suis d'accord. Ça, c'est sûr. Mais on ne le voit pas forcément. Je pense, moi, en tant que seule Française dans ma boîte, je ne peux pas me dire « Ah oui, alors, je suis le mouton noir sur ça », pas du tout, parce que forcément que tu te colles aussi à ton environnement de travail. Au bout d'un moment, je pense que je me suis aussi formatée à une certaine façon de réfléchir et de travailler. Et ça, je peux pas trop... je peux pas encore trop le refléter par rapport à mes autres expériences, quoi. Oui, et puis c'est pour... après, on arrête, mais pour les trucs le bon mélange, c'est vrai que je trouve que c'est vraiment le côté protocole prend souvent le pas sur la côté mission. En fait, le but de l'entreprise, si tu trouves un raccourci pour une situation qui est plus rapide, il y a des risques très importants qu'elle ne soit pas prise parce qu'elle ne suit pas le protocole. Oui. Et tu as envie de dire, non, mais ça n'a pas de sens parce que ce serait plus rapide si, et puis c'est urgent et tout, et c'est complexe, quoi. Oui. Et en même temps, je dis ça en connaissant des Allemands qui sont pas du tout comme ça non plus. Oui. Mais on va dire que c'est quand même une tendance de fond, et du coup, même quand tu es dans une ONG, c'est pareil. Alors, vous avez un... Non, parce que vous êtes fondé par 2 Allemands, si je comprends bien. Oui, tout à fait, c'est 2 Allemands. C'est pas américain. Après, franchement, je pense qu'ils sont pas... voilà, ça va pas être des modèles de la façon de penser allemande parce qu'ils sont quand même très tournés vers l'innovation. Je veux dire, eux, ils ont grandi dans cette idée qu'on peut être innovant pour changer le monde. Donc forcément, que les règles préétablies selon lesquelles on travaille depuis toujours, ils les remettent en question. Donc eux, quand même, c'est imprégné dans notre façon de travailler. Ils laissent place à de nouvelles choses. Voilà, ils vont avoir ce côté, oulala, bon, nouveau projet, donc on écrit un nouveau protocole, parce que quand même, il faut bien l'ancrer que ça va fonctionner comme ça, bien sûr, mais ils nous laissent place à de nouvelles idées, à de l'innovation, à des nouveaux projets. Ils sont tellement portés par l'envie, le principe derrière qui est beau, que je pense qu'ils fonctionnent différemment que quelqu'un qui travaille dans une petite collectivité au fin fond de la Bavière, quoi, forcément. Je dis au fin fond de la Bavière comme si c'était... Non, mais je veux dire, voilà, c'est différent. T'as 2-3 exemples de spécificités dans ton quotidien à toi pour ce travail ? Pour ce travail, de choses qui sont différentes ou innovantes ou où tu t'es dit, par exemple, waouh, quand on t'a demandé de le faire, ou on vous fait lire des livres, j'en sais rien.
Oui, c'est qu'en fait, on est très libre dans la façon de travailler, dans le sens... Enfin, oui, déjà, on est très flexible, c'est-à-dire on vient au bureau quand on veut. Bien sûr, on doit justifier d'heures de travail, comme dans tous les... voilà, normal, mais on est quand même très, très flexible. On n'a pas de bureau fixe, donc on est tout le temps amené à croiser des collègues différents. Ça, c'est chouette. Parce que ça, par exemple, ça Donc, change. Le bureau fixe, juste, c'est que tu as un seul endroit, mais sur place, tu n'as pas une place qui C'est t'est ça. assignée, en En fait. fait, c'est un peu comme si on travaillait dans un espace de coworking. Mhm. Donc, on est toujours amené à travailler avec une collègue à côté qui n'est pas notre collègue, enfin qui a d'autres missions, quoi. Donc, on discute vachement et donc, il fonctionne quand même beaucoup en transversal. On va pas avoir ce silo de dire, machin travaille que sur les villes et machin travaille que sur les entreprises, donc jamais elles vont se parler et du coup, peut-être elles font deux travaux, enfin, elles travaillent dans deux directions différentes, c'est pas logique. Non, on croise toujours, en fait. On croise toujours. Et ça, je trouve ça chouette et ça se spatialise, quoi. C'est-à-dire que voilà, dans le bureau, on croise tout le temps tous nos collègues et on peut s'asseoir où on veut. Et c'est chouette, puis c'est très transparent, même physiquement. C'est-à-dire que les bureaux, c'est des portes transparentes, donc on voit qui travaille où, qui a une réunion avec qui. Par exemple, s'il y a un acteur important qui vient au bureau, par exemple, on avait reçu pas mal de politiques pendant la campagne à Berlin pour le nouveau maire. On peut voir que dans le bureau d'à côté, il y a le candidat à l'élection locale, quoi. Et c'est chouette, en fait, parce que c'est pas, c'est le directeur de l'ONG qui va avoir, ou la directrice qui va avoir l'entretien important, porte fermée, personne ne voit qui est là. En fait, on peut être là et dire, oui, on peut se présenter, on peut rencontrer des gens en direct qu'on n'aurait peut-être pas eu l'occasion si on avait chacun notre bureau fixe et qu'on ne savait pas ce que faisait machine ou machin à mettre à côté de nous, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est chouette et je ne me rendais pas forcément compte, mais là, en parlant, je me dis que c'est vraiment un point très cool. Ouais, c'est clair. C'est sympa. Parce que nous, on a plus le côté chacun sa place et tout. Mmh. Et c'est un autre type de... Je suis dans l'immobilier, donc c'est de la gestion d'immeubles. Oui. Donc, ils n'ont pas encore fait le pas jusqu'à ce côté transversal où on échange, où les gens ils sont sur des projets et pas sur des biens où Enfin, c'est long en fait. Si tu veux, pour comprendre le fonctionnement d'un immeuble, ça te prend à peu près 9 à 10 mois. Et après, tu te spécialises dedans. Donc, je sais pas si ce serait vraiment possible d'avoir plusieurs, d'avoir un autre fonctionnement, mais c'est chouette parce que c'est notamment dans on a déjà parlé plusieurs fois ici des problèmes de recrutement qu'a l'Allemagne en ce moment. Ouais. Et c'est vrai que ces alternatives de proposer un autre espace de travail, c'est aussi quelque chose qui est de plus en plus poussé en fait. Oui, parce que ça apporte la richesse, je pense, dans les projets. Après, bien sûr que quand on est expert d'un sujet, je pense que cette tendance à se spécialiser et à travailler de moins en moins transversal arrive forcément, puisque on est sur un ingénieur en bâtiment, peut-être qu'il va avoir tendance à s'isoler dans son travail parce que justement, il est expert d'un truc très précis et que il n'a pas forcément d'intérêt à aller discuter à droite à gauche. Mais au niveau d'une ville, si on regarde l'urbanisme, c'est très très riche de croiser les compétences. Et ça, c'est un truc qu'on nous a toujours appris, en tout cas moi dans ma formation. Et j'aimerais pouvoir le garder dans mes expériences professionnelles parce que ça m'a marqué dans mes études et que j'ai vu l'intérêt de travailler avec des architectes qui sont eux aussi formatés à un truc qui n'est pas du tout ce qu'on peut apprendre à Sciences Po par exemple. Et pourtant, à la fin, travailler ensemble, ça croise des compétences super fortes, quoi. T'en parles bien, en tout cas. On sent que ça te plaît. Ouais. Et alors, du coup, le côté carte française, ils ne t'ont pas encore demandé, par exemple, de te demander... Enfin, je suis désolée, je reste là-dessus parce que moi, je pensais pas, hein, mais je me suis rendu compte que je reste en fait entre la France et l'Allemagne quand même si ça fait 2 ans et demi que je suis ici. Mais j'aime bien, je regarde ce qui se passe là-bas. Sur LinkedIn, tu as une bonne actualité professionnelle aussi, comment les gens pensent, quelles sont les grandes tendances et tout. Et je me disais, c'est riche en fait quand tu as 2 cultures ou que tu vis dans 2 cultures différentes, de pouvoir les croiser en disant, tu vois, là par exemple, c'était quoi la dernière chose dont on a parlé? Attends, il y a eu un événement en France récemment. Ah oui, l'ouverture de Shein. Shein. Le magasin là, de vêtements, tu vois, en fait, c'est quand même pas c'est une entreprise qui fait de la vente
de biens, on va dire, dans le vêtement et l'accessoire, qui est connu pour avoir vraiment pas ni une politique environnementale, ni, il me semble, sociale non plus, non, au niveau de ses employés qui soient vraiment exemplaires. Ouais. Et en fait, ils ont ouvert un pop-up à Paris qui a fait un gros scandale parce qu'il y a eu plusieurs médias qui ont soutenu cette ouverture. Et bon, bref, tu as eu plein de discussions là-dessus et c'est pas passé en Allemagne. Et en fait, c'est drôle d'avoir c'est intéressant d'avoir ce regard d'un autre pays et de comparer avec, et vous en pensez quoi en Allemagne et où est-ce que vous en êtes dans ce genre de réflexion? Est-ce que vous seriez flaqueux? Est-ce que vous auriez... Oui, ouais. C'est très intéressant le traitement médiatique comparé, de voir, parce que c'est révélateur de comment pensent les Allemands ou quels sujets sont vraiment avancés, ou politiques, ou voilà, font scandale. C'est pas les mêmes choses qui vont faire scandale. C'est vrai. Et du coup, tu vois, ce truc de cradle to cradle, ils sont pas en France? Si, alors justement, peut-être moins connus, parce que, honnêtement, je n'en avais jamais entendu parler avant. Après, il y a des gens en France qui y travaillent. Je sais qu'il y a certains réseaux d'économie circulaire assez poussés en France. Il y a une organisation qui s'appelle Upcyclea, qui sont là depuis longtemps et qui font carrément du conseil poussé sur des projets de cradle to cradle. Nous, on est encore sur la sensibilisation et tout ça. Mais oui, ça avance aussi en France. Après, j'ai moins d'exemples pratiques en fait côté français. Ça va être beaucoup les Pays-Bas, ils sont très forts, les Allemands, voilà. Ouais, c'est encore... il y a beaucoup de choses à faire partout. Après, en France, j'ai pas beaucoup d'exemples, non. Pas beaucoup d'exemples concrets. Ok, trop cool. On a encore découvert un truc de ouf. Tu parlais du fait que tu avais toujours eu... En fait, tu as toujours eu le théâtre dans ta vie, j'ai l'impression. Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, quand ça a commencé? Ça a commencé, j'avais 7 ans, un truc comme ça. C'est la première activité que j'ai faite en dehors de l'école. En fait, ça a commencé tout bêtement. Il fallait choisir une activité extrascolaire. Et puis, dans mon village, j'avais la chance d'avoir une association théâtre. Et donc, je suis allée dans cette association avec une copine. Et mes parents m'ont toujours encouragée à continuer le théâtre. Et je pense que c'est pour ça que j'ai jamais lâché aussi. Et ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Donc j'ai commencé en primaire. J'ai toujours fait dans cette association de village. Puis au collège, dans l'association du collège. Puis au lycée, dans l'association du lycée. J'ai fait ma dernière année, quand j'étais en terminale, au conservatoire de Pau, avec une amie aussi. Et puis, quand j'ai fait mes études, pareil, il y avait une association, donc je suis allée. J'ai toujours continué, quoi. Alors tu vois, je trouve qu'aujourd'hui, on a une grande thématique sur le sport. Oui. Ça te fait du bien parce que ça te défoule, ça te muscle, blablabla. Pourquoi le théâtre? Le théâtre? Je veux pas dire ça t'apporte quoi, parce que ça sonne très rentable, et c'est pas ce que je veux dire, mais c'est qu'est-ce que tu y trouves peut-être? Alors, déjà, c'est un exutoire. Pour moi, c'est vraiment quelque chose... je lâche toute ma vie. J'oublie tout et dans le bon sens du terme, non pas j'aime beaucoup ma vie, mais j'ai quand même ce truc de quand j'arrive au théâtre, je suis là, je suis dans l'instant présent, j'oublie le reste, donc je coupe et ça fait du bien parce qu'on pense pas au travail, on pense pas aux petits problèmes du quotidien, aux petites voilà. Donc ça me fait du bien. Et ensuite, ce que j'ai toujours trouvé super chouette, c'est que ça met en lien des gens qui n'ont rien à voir entre eux, avec qui j'aurais peut-être jamais été amie dans la vie ou que j'aurais été amenée à connaître, à rencontrer. Et en fait, par le biais du théâtre, comme n'importe qui fait du sport ou quoi, ça te réunit par une activité et du coup, tu fais des rencontres aussi spéciales, quoi. Et ça, j'ai toujours trouvé ça très chouette. Et le fait, t'es réunis pendant 1 an sur un projet commun qui est pas facile, parce que c'est pas facile de monter sur scène et d'être devant un public et de présenter quelque chose. Et donc un élément essentiel du théâtre, c'est faire confiance, se faire confiance à soi et faire confiance aux autres, parce que parfois c'est des gens qu'on connaît pas du tout. Sauf qu'on va leur faire confiance pendant peut-être 2 heures. Enfin, bien sûr, toute une année, parce qu'on travaille avec eux. Mais je veux dire, pendant 2 heures, en fait, t'as un groupe. Et ce qui est important, c'est qu'on se fasse tous confiance et qu'on soit tous là les uns pour les autres. Parce que s'il y a un problème, je sais pas, il y a un gros blanc,
on se rattrape en fait. C'est un travail d'équipe et ça c'est... Ouais, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé. Après, j'adore le théâtre, le fait d'incarner des personnages, d'être des gens... de pouvoir dire ce qu'on veut, c'est pas nous, quoi. C'est un personnage aussi, enfin... Ouais. C'est bizarre c'est compliqué à exprimer, mais ça réunit beaucoup de choses qui m'ont toujours fait du bien, et du coup, j'ai jamais eu envie d'arrêter. Là, il y a peut-être 1 an où j'ai pas fait de théâtre, c'est tout, quoi. J'ai toujours continué, je trouvais ça important d'avoir ça. Et du coup, quand t'es arrivée à Berlin, la première chose que t'as fait, c'est de chercher quelles étaient les troupes de théâtre. Ouais, exactement. Il y en a beaucoup d'ailleurs. Et en fait, du coup, j'ai été aussi un peu perdue parce que même sur un truc, on pourrait dire, c'est une niche, le théâtre en français à Berlin. Parce que j'avais envie de garder du théâtre français. J'avais déjà fait du théâtre allemand à Stuttgart, mais je trouvais qu'au niveau des exercices d'improvisation et tout ça, j'étais beaucoup moins à l'aise parce que c'est pas ma langue maternelle. Et j'étais pas contre le fait de retrouver un peu des Français. Donc j'ai cherché sur du théâtre français à Berlin. Et il y avait énormément de groupes. Mais il y a quand même un groupe, une association qui est assez importante, qui est la Ménagerie, qui réunit beaucoup d'ateliers, que ce soit de l'improvisation, mais aussi du théâtre classique. Et donc je suis partie sur un projet de la Ménagerie quand je suis arrivée. Voilà. On en a parlé donc dans le podcast juste avant qu'il va sortir avec Damien. Donc Damien Pransard, qui lui a fondé plusieurs troupes et qui a travaillé au sein de la Ménagerie pendant Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Putain, c'était hier, vraiment. Il a été, il me semble, président de l'association et maintenant il est plus actif dedans. Mais si j'ai bien compris, du coup, il y a un sacré champ de possibles de différentes troupes et en fait, chacune a quand même plus ou moins leur spécificité. Au sein de la Ménagerie, tu veux dire ou Non, dans l'absolu. Ah ben, dans l'absolu, oui. Alors, c'est aussi des questions de structure. Parce que la Ménagerie, c'est vraiment une association bénévole. C'est-à-dire que tu payes ton adhésion et puis après, tu te mets dans un groupe. Mais ce ne sont pas des cours de théâtre. Après, tu peux, à Berlin, faire des cours de théâtre en français, où là, tu payes vraiment, je sais pas comment on dit. Un prof. Un prof, voilà. Et donc, ça va être plusieurs niveaux, en fait. Même si c'est du théâtre amateur, forcément, il y a plusieurs groupes qui existent. Je crois qu'il y a En Scène, il y a le théâtre Imnu qui fait du théâtre franco-allemand. Il y a le groupe de Sandrine Noguera qui est très connue à Berlin, qui fait du théâtre à Berlin depuis longtemps. Apparemment, c'est une prof mais il me semble que c'est avec Damien qu'ils ont fondé... j'espère que je dis pas de bêtises, mais il me semble que c'est eux ensemble qui ont créé plusieurs choses en effet. C'est possible, oui, parce que en fait, ces deux personnes, je ne les ai jamais rencontrées, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Donc je pense qu'ils sont là depuis très longtemps et qu'ils connaissent tout le monde dans le milieu du théâtre. Viens au prochain Merlic, il sera là. C'est Damien, tu pourras le rencontrer en vrai. Ça marche. Oui, puis il y a Damien, il y a Théa Lingua qui l'a monté, qui est donc si j'ai bien compris, une technique qui permet d'apprendre les langues par le théâtre, donc passionnant aussi. Et voilà, moi, mon intérêt quand je suis arrivée à Berlin, c'était de faire du théâtre pour me faire plaisir. Donc j'ai regardé les cours qu'il y avait et puis je me suis dit peut-être que le plus simple pour commencer, c'est juste de me mettre dans cette association de la Ménagerie qui recouvre plusieurs choses, plusieurs projets que ce soit de la scène ouverte, que ce soit de l'impro, que ce soit du théâtre classique. Et puis, ça a matché. Donc, pour cette année, c'était la Ménagerie. Et en plus, la Ménagerie, ils ont un projet de pièce de théâtre. C'est ça. En fait, je connaissais du coup Axel Polibé, qui est l'ancien président de la Ménagerie, qui m'a parlé des projets qui étaient en cours ou qui allaient commencer l'année où je suis arrivée. Et du coup, j'ai postulé, on va dire, à un projet qui s'appelle Narcisse ou le sandwich. C'est une pièce comique, donc française, qui a été écrite par Michael Balmont et qui est mise en scène par Yolène Salvant, qui sont deux personnes qui étaient à la Ménagerie. Yolène y est toujours. Et donc cette année, on monte avec un groupe de filles françaises, Narcisse ou le sandwich, par le biais de la Ménagerie donc, et on se produit en juin à La Coude, qui est un petit théâtre à Berlin. Que je connais parce que j'ai été voir Les Libères. Voilà. En fait, la Ménagerie bosse beaucoup avec ce théâtre-là. C'est un partenariat depuis plusieurs années. Donc c'est chouette en plus. Chouette. Ouais, il est vraiment chouette l'endroit. Ouais. Ok, trop bien, pour revenir te voir alors.
Ah oui, avec plaisir. De toute façon, j'imagine qu'ils ont des pages sur Instagram, sur les réseaux sociaux, qu'on Ouais. peut suivre et tout. La ménagerie, ils sont sur Facebook, ils sont sur Instagram. Et pour tout ce qui est ticketterie, si vous êtes intéressé, il faut regarder sur le site de la Coude, où ils vendent, ils font la communication de ces spectacles-là. Voilà. Ok, on mettra tous les petits liens. Super. Alors, il y a le théâtre, et puis récemment, tu as commencé un autre projet, qui est vraiment... C'est trop drôle parce que depuis que j'ai commenté le podcast, tu as plusieurs gens, au bout d'un moment, tu commences à voir plusieurs visages, tu vois. Mhm. Et c'était comme Gauthier Full-Beige, donc la dernière fois qui est venu. En fait, je l'avais déjà vu passer 1-2 fois, et puis un jour, je vais sur son profil et je découvre qu'il a créé tout un truc de musique où il est devenu pianiste aussi, une grosse partie de son temps et tout. Celui qui est tout en beige. Oui. C'est ça, exactement. C'est ça. Et toi, c'était la vois. même chose parce que je vois passer plusieurs fois les dessous de Berlin, donc Oui. un compte Instagram. J'arrive pas à capter qui tient le compte Instagram, et puis un jour, je tombe sur ton profil. Parce que je crois que tu m'écris ou un truc comme ça. Et après, je vois le lien avec les dessous de Berlin. Et tu vois, c'est un peu toutes les interconnexions. Et j'étais en mode, ok, il faut qu'on se parle. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est les dessous de Berlin et pourquoi tu l'as créé? Oui. Alors, c'est tout récent. Les dessous de Berlin, ça a commencé fin janvier, donc il y a quelques mois. En fait, j'avais envie, en arrivant à Berlin, je me suis sentie un petit peu perdue parce que c'est une ville, il faut le dire, qui est immense. Il y a beaucoup de quartiers différents. Et en fait, je me sentais un peu perdue dans le sens où je ne savais pas comment explorer la ville, en fait. C'est bizarre à dire, mais il y avait tellement de choses que j'étais un peu perdue et j'avais beaucoup de mal à... Moi, j'aime beaucoup, en fait, me dire, avoir une carte dans la tête. Par exemple, à Bordeaux, je connaissais super bien la ville, je savais quel quartier... Parce que c'est petit aussi, c'est un petit centre-ville. Je savais où était quoi, voilà, où j'avais envie de sortir, où est-ce que j'avais des repères culturels, des choses comme ça. Et Berlin, pas du tout. Du coup, j'avais envie de me créer un peu une image de chaque quartier. Donc ça a commencé juste, j'ai pris un carnet, puis dès que j'allais dans un quartier, j'écrivais un peu des impressions. Je me dis, là, il y a ça, ça c'est joli, il y a tel truc. L'ambiance, parce qu'il y a des ambiances différentes, il y a des gens différents aussi. Donc ça a commencé comme ça. Puis je me suis dit, ça serait chouette quand même d'en faire un truc, mais style un blog, ou je sais pas, des articles. Enfin, j'ai commencé à penser sur un truc plus que je pouvais mettre en ligne pour que mes amis, par exemple, qui savent que je suis à Berlin, en fait, voient un peu où je vais, j'aime bien partager des photos et tout ça. Et donc, je me suis dit, ok, il faut que je trouve un petit concept et que je fasse ça pour m'amuser, mais qu'en même temps, ça m'apprenne des choses. Que j'en apprenne sur l'architecture, que j'en apprenne sur l'histoire de la ville, parce que Berlin, c'est très marqué aussi historiquement. Et le métro, je trouvais que c'était un truc super emblématique de Berlin. Au-delà du fait que c'est des wagons jaunes, je trouvais que, je sais pas, c'était spécial en fait, parce qu'à travers les stations, les lignes de métro, on peut explorer la ville facilement. C'est très facile d'explorer la ville. Et c'est intéressant parce qu'on peut voir... je sais pas, tu sors d'une station, tu sors de sous terre et puis tu vois un bâtiment qui a rien à voir avec la station d'avant ou un autre quartier. Et donc je me suis dit, ok, je vais créer un compte sur le métro à Berlin. Il y a beaucoup de stations, donc j'ai un gros potentiel de recherche et de photos et d'investigation par le biais du métro. Et donc voilà, j'ai commencé, c'est parti de cette idée-là et voilà. Ça se passe comment du coup? Alors comment ça se passe? En fait, je prends beaucoup de photos quand que ce soit dans les stations dans lesquelles je vais très régulièrement pour aller au théâtre, au travail, etc. Mais aussi quand je vais visiter des coins de Berlin que je connais pas encore le week-end, je prends des photos des stations, du quartier un petit peu autour. Et quand j'ai le temps, quand je rentre chez moi, je fais des recherches en fait. Alors rien de spectaculaire, hein, c'est des recherches internet, mais je regarde sur des articles qui sont spécialisés sur le métro, enfin sur les transports à Berlin, sur l'histoire des quartiers. Je regarde
Des guides touristiques aussi. C'est des niches à infos, à anecdotes et tout ça. Et du coup, je m'écris quelques petites histoires sur chaque station. Je résume tout ça et puis je le mets en ligne. Et j'essaye... Ah oui, et je traduis en allemand pour que ce puisse être lu par les Français et les Allemands qui s'intéressent à Berlin. Voilà. Et donc, si je comprends bien, l'idée que tu avais derrière, c'est que tu avais envie de... D'abord, j'imagine, toi, de ton côté, te renseigner aussi sur les endroits où t'es. Ouais, c'était surtout pour moi, en fait, au début. Et alors, pourquoi au début? Bah, Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, au début, c'est toujours le cas, puisque j'ai pas... De toute façon, je viens de le commencer, donc j'ai pas encore eu l'occasion de faire toutes les stations. Hein. J'ai encore beaucoup de sujets à aborder, mais c'est surtout pour moi au départ, pour me créer, voilà, comme je disais, cette impression des quartiers, faire des recherches historiques, parce que parfois on voit des choses, mais on se rend pas forcément compte que c'est là pour une certaine raison, quoi. Les styles architecturaux ou le fait qu'une station desserve un certain quartier. Il y a des coins de Berlin qui sont très mal desservis, par exemple, parce qu'avec l'histoire du mur, ça a pendant très longtemps en fait, coupé la ville en deux, mais vraiment littéralement, dans le sens où il y avait quasiment des points qui sont à quelques mètres de distance, mais super mal desservis entre eux. Et donc pour moi, c'est hyper éducatif, quoi, juste d'apprendre tous les jours sur la ville de Berlin. Et en fait, je dis pour moi parce que c'est aussi pour les autres, dans le sens où il y a tellement de choses à voir à Berlin, d'organisation, de structure, que ce serait intéressant de faire des ponts entre les dessous de Berlin et d'autres structures. Et alors, c'est ce que je voulais te demander aussi, c'est pourquoi t'en es arrivé au point de te dire j'ai envie de le mettre au dehors? Parce que t'aurais pu faire tes recherches pour toi et les garder pour toi, tu vois. Je pense déjà pour, comme je disais, pour mes amis qui sont sur Instagram, ma famille aussi, pour documenter en fait. J'aime bien l'idée de carnet de voyage. À chaque fois que je pars en voyage, j'ai un carnet, je note plein de trucs. Alors bien sûr c'est pour moi, hein, c'est pour mes souvenirs quand je serai vieille et que j'aurai envie de voir. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Où est-ce que je suis allée? Est-ce que c'est ta grand-mère qui t'a enseigné ça? Alors ma grand-mère avait des dossiers et des dossiers de carnets de photos en fait. Elle prenait énormément de photos. Et du coup, petite, je me souviens avoir passé en revue les albums photos avec les notes, enfin voilà, style les tickets de resto, tu vois. On a mangé là, on a vu ça, on a rencontré ça, on était dans telle ville. Et je pense que du coup, ça m'a vachement inspirée pour moi, d'avoir ce côté carnet, style de journal de bord, journal intime. Aussi, quand je suis partie en Allemagne, on avait dû faire un Tagebuch. Et voilà, et on y revient. Et voilà. Je me souviens qu'on avait dû le faire aussi, ouais, le fameux Tagebuch. Mais c'est super, parce qu'après, t'as des souvenirs, quoi. Enfin, si tu le perds pas, tu peux lire des trucs super marrants quelques années après. Et donc, le mettre au dehors, pour partager ça, en fait, avec mes amis et avec d'autres gens qui font des trucs sur Berlin et qui sont dans le franco-allemand, parce que forcément je reste ce côté hyper fan du franco-allemand, et je trouve ça chouette de traduire, rien que de traduire des textes dans une autre langue, parce que tu vois les trucs différemment, tu les abordes différemment. Je crois que c'est pas Laura qui nous dira l'inverse, qui elle fait de la traduction. Mm-hmm. Et quand tu dis créer des ponts avec d'autres personnes, tu t'en es déjà servi dans ce sens-là? Ou tu l'as montré à des gens? Ou c'est quoi que tu aimerais faire en fait? Pas encore. En fait, là, en ayant commencé, je me suis dit que j'aimerais beaucoup que ce soit aussi beaucoup plus tourné sur les gens, dans le sens où là, c'est très tourné sur un bâtiment, une construction, quelque chose de très matériel, et en fait, la nature autour, mais ça reste très matériel ou tourné sur l'environnement. J'aimerais bien que ce soit une plateforme pour faire des interviews aussi de gens. J'ai plusieurs idées pour peut-être faire des micro-quais, pas des micro-trottoirs, mais parler à des gens qui attendent à des stations, ou interviewer celui qui tient le kiosque ou celle qui tient l'espèce de Späti à l'intérieur du U-Bahn. Peut-être plus aller vers les gens aussi, en fait, que ce soit un moyen de rencontrer des gens peut-être aussi. Et j'ai pas d'exemple concret
d'organisations ou de structures qui pourraient se servir des dessous de Berlin, mais je pense que ça pourrait être chouette pour faire de la pub pour des structures, je sais pas, culturelles, pour n'importe quoi. Ouais. J'ai 2 références que je dois te citer. La première, c'est Est-ce que tu connais Your Story by Me? Donc, votre histoire par moi. Non. C'est un projet d'un... Voilà. Il me semble qu'il est de l'Ouest. Alors maintenant, il faut faire attention si on parle d'Ukraine ou de Russie, mais il me semble qu'il est originaire de l'un des 2 pays et qui est basé à Berlin, qui est tatoueur. Et en fait, il a créé un concept qui est assez rigolo. Il fait des tatouages avec des gens. En fait, il discute sous forme d'interview avec des personnes, puis il propose un tatouage qui sort de leur discussion. Donc c'est souvent sous forme de mots, donc de la calligraphie, qui tatoue sur la personne et qui prend en photo. Et en fait, son compte Instagram, c'est j'interviewe des gens dans le but d'écrire un livre et je fais des photos d'eux. Et du coup, c'est plein de photos de personnes avec leurs tatouages et lui qui écrit un texte dessus. D'accord. C'est un tatouage permanent ? Ouais, vrai tatouage. Et du coup, je pense que les gens payent la prestation du tatouage et en plus de ça, tu vois, s'ils ont une documentation et une photo, enfin, je trouvais assez sympa, tu vois. Oui, c'est une façon de faire des portraits aussi, ouais, par l'art, ouais. Exactement. Mais ça, je les mettrai dans les notes du podcast parce qu'il y a ça et puis il y a, est-ce que ça te dit quelque chose, A Week Abroad? Peut-être, j'ai peut-être vu ça passer, ouais. Mais, parce que c'est une femme photographe, il me semble à la base, qui est active en France et en fait qui a lancé une série de livres. Et il me semble que c'est le nom de l'édition, A Week Abroad, où en fait elle va dans des villes. Donc elle a fait les Pouilles en Italie, elle a fait Marseille, elle a fait la Camargue, il me semble, et elle fait un mélange de photos, d'interviews, de recherches. Et en fait, c'est des petits guides pour une semaine quelque part. Et tu vois, c'est le genre de truc où moi, j'ai pas encore trouvé celui où en fait, elle va vraiment à la rencontre des locaux, du coup. Ouais. Et il y a un truc que j'adorerais faire aussi avec, pas forcément avec le podcast, mais en fait, je tiens à dire que le podcast, à la base, il existe parce que j'ai pas trouvé ce qui me plaisait. Du coup, moi, j'encourage les gens à faire des trucs que moi, j'aimerais bien trouver, que j'ai pas encore trouvé. Et pour l'instant, alors si jamais on a des auditeurs qui nous écoutent, qui en ont déjà vu, envoyez-les-moi avec plaisir parce que j'en ai pas trouvé. Mais un petit livre qui serait en franco-allemand, par exemple, tu vois, pourquoi pas, avec les locaux et qui sont ces gens et qu'est-ce qu'ils font. Et tu vois, genre, là, on a eu Aurélia, par exemple, on a eu Claire, qui ont chacune leur boutique. Et tu vois, les lieux de vie à Berlin, je trouve ça génial, en fait, d'avoir une photo, un portrait, une explication et tout. Carrément, ouais. Donc ça... Bref, tout ça pour dire, est-ce que ton compte Instagram tendrait vers des choses comme ça ? C'est ça, voilà, tout ça pour dire que je trouve ça chouette le pied du métro, moi, pour en apprendre beaucoup sur la ville, mais ce que j'aime bien, c'est quand même les gens, rencontrer les gens, leur parler, qu'est-ce qu'ils font, dans quoi ils travaillent, pourquoi ils sont dans ce quartier-là, quelle est la vie de quartier. Parce que, bon, comme je viens d'arriver à Berlin, bien sûr, je déménage tous les 3 mois parce que c'est compliqué d'avoir un appartement. Donc j'ai pas eu le temps de me faire vraiment une vie de quartier, mais quand tu es depuis plusieurs mois, voire plusieurs années dans un quartier, tu noues des relations, tu vas toujours au même Späti, tu vas toujours à la même Bäckerei, tu as tes habitudes en fait, comme dans n'importe quelle ville. C'est immense Berlin, mais ça peut devenir une petite ville si tu sors pas de ton quartier. Et ça, je pense que c'est chouette à documenter. Voilà. Je suis d'accord, mais parce qu'en plus, je réfléchissais au côté format portrait, et c'est pas un truc qui est très fait en fait, hein, parce que je réfléchissais à Medvergnügen. Oui, ouais. Mais eux, ils font pas de portrait, il me semble. Non, je crois pas non plus. C'est beaucoup de restos, beaucoup de petits bons plans, mais je crois pas. Ils ont peut-être fait des micro-trottoirs style, voilà, mais pas plus, enfin pas des portraits vraiment, non. Parce que sinon, il y a le Petit Journal qui fait des super portraits. Ouais. Mais tu vois, dans le côté internet, d'écriture, c'est vrai que c'est pas un truc qui... Ça a encore une place à prendre à Berlin. Des propositions à faire. Mais ok, c'est trop cool. Ils ont réagi comment, les gens ? Enfin, t'as eu des réactions de personnes extérieures Pour l'instant, c'est pas très connu encore. Ce n'est pas trop suivi. Mais j'ai eu des réactions positives de gens qui connaissent, qui étaient reliés par moi via mon compte privé. Donc, il n'est pas privé, je veux dire, mais c'était mon compte Chloé.
qui du coup ont basculé sur les dessous de Berlin et qui ont dit mais c'est chouette, t'es à Berlin, mais du coup je découvre la ville. Pour des gens qui y sont jamais allés par exemple, c'est chouette. Après je n'ai pas encore eu l'occasion d'échanger avec beaucoup d'inconnus via les dessous de Berlin. Tu t'en dirais à l'aise Oui. Faire un peu de projection, mais ça te revient. Tu viendrais avec ta présentation. Tu comptes le faire un peu physique aussi ou que sur Instagram? Ça pourrait être une idée, ouais. Un peu... ouais, ça me fait penser comment il s'appelle ce bouquin? Le Métronome. Ça me dit quelque chose. J'ai oublié le nom de l'auteur. Mais oui, on le mettra aussi. Qui explique l'histoire de France via les routes. Bon, c'est pas grave, j'ai oublié. C'est bien. Laurent Deutsch, il me semble. Ok. Tu recommandes? Je recommande pour les amoureux d'urbanisme et de la ville. Ouais. C'est chouette. Oui, pourquoi pas. Oui. Je sais plus ce que je voulais dire, mais oui. Pardon. C'était le fait que ce soit tout en ligne. Est-ce que tu voulais le faire d'un côté pas digital, justement, analogue? En papier, style imprimé, ou pour rentrer en contact avec les gens, justement? Oui. Pourquoi pas? Non, j'ai pas... j'ai pas là de connexion directe, mais en fait, je trouve que Instagram, c'est pas mal sur le côté photo, rapide, hop, on peut vite catégoriser les choses par quartier, c'est facile à utiliser. Après, c'est vrai qu'on est vite limité, par exemple, en termes de description. Enfin, déjà, est-ce que tout le monde lit les descriptions d'images? C'est une question. Et la longueur de texte est limitée. Donc, je m'étais posé la question si je veux pousser mes recherches et faire des articles très longs, ça sera pas possible sur ce format-là. Enfin, Instagram, c'est pas approprié. Donc, oui, je réfléchis à d'autres types de plateformes. Après, en format papier, j'y avais pas encore pensé, mais pourquoi pas, hein. Je trouve que je demande parce que il y a qu'à Berlin, non? Je crois que tu peux croiser au Mauer Park un mec avec sa machine à écrire et qui dit je fais des poèmes à la minute, ouais, c'est 5 €. Ouais. C'est trop stylé. Enfin, c'est trop drôle, tu vois. C'est vrai, ouais. Et je trouve que Berlin a beaucoup ce côté encore très analogue, très random de photographie, de Polaroid. Oui, c'est vrai. Tu vois, donc c'est pour ça que je me demandais, est-ce que tu pousserais jusque-là le fait, par exemple, tu te balades avec un Polaroid, je fais des portraits de personnes, est-ce que vous avez 5 minutes pour moi, tu vois, j'en sais rien. C'est ça. J'y ai réfléchi par rapport au micro quai, comme je te disais. C'est un truc que j'aimerais vachement faire avec quelqu'un qui a... Parce que, oui, toute seule, c'est toujours possible, mais je me dis, tu vois, la prise de son, etc., c'est quand même un métier aussi. Et, ou même filmer, tu vois, des gens... je pense que tout seul, c'est pas pareil. Tu vois, parce qu'il faut quelqu'un qui pose des questions, puis t'as quelqu'un qui prend l'image, t'as quelqu'un qui prend le son, je sais pas. Ouais, ça se réfléchit, mais en fonction de la forme que ça peut prendre, ça peut être intéressant d'imaginer évoluer et de sortir d'Instagram, quoi, ou d'en faire autre chose à côté pour que ça ait une autre dimension, ouais. Oui, mais qu'en plus, dans tes posts, on sent quand même l'appétence littéraire, côté journalistique et ce genre de choses. Et je voulais te demander par rapport à ça, parce que je trouvais ça rigolo, sur ton LinkedIn, oui, tu mentionnes notamment que tu avais remporté un prix littéraire, non, le prix de critique, ou un truc comme ça. Alors ça, c'est rigolo que tu parles de ça. C'était pas... Alors, ce truc-là, ça n'était pas lié au journal. On avait, alors, au lycée, à l'époque, avec une très bonne amie à moi qui s'appelle Nadia, que j'adore, on a créé un journal du lycée. On en était très fiers en terminale. Avec notre groupe, bien sûr. Enfin, elle a eu l'idée. Elle m'a dit, tu veux pas qu'on le fasse ensemble? Au début, j'ai rigolé. Je dis, mais tu penses pas qu'on a assez de travail comme ça, Nadia? Et puis finalement, on fait, oh, quand même, c'est chouette. Donc, on a créé un journal. On avait un petit groupe et on avait une petite rédac en terminale. C'était cool. Attends, parce que moi, c'est un rêve inachevé, hein, la création d'un journal de lycée. On voulait le faire au lycée. On avait fait tout le programme et tout. Et puis, en fait, on n'avait jamais été au bout. Ouais. Donc, il y avait quoi dedans? C'était trop chouette. Alors, il y avait une rubrique... par exemple, la rubrique dont moi je m'occupais, c'était la rubrique interview. En fait, on s'était dit, c'est dommage parce qu'au lycée, il y a les profs, il y a les élèves, enfin, il y a les étudiants, les lycéens, mais il y a plein de gens qui travaillent, et en fait, qui sont pas profs, et en fait, on n'en parle jamais. Enfin, on n'en parle jamais dans le sens où on interagit très peu avec eux, quoi. Du coup,
on s'était dit, on va faire une rubrique interview que pour les gens qui travaillent dans le lycée. C'est tellement mature, j'adore. Mais moi, je trouvais ça vraiment rigolo parce que, par exemple, j'étais jamais malade, donc j'avais jamais rencontré l'infirmière du lycée. Et du coup, voilà, on avait fait une interview de l'infirmière, on avait fait une interview du chef de la cantine. C'est trop stylé. Du chef de la cantine. Ça sonne tellement enfant de dire ça, mais c'était ça. Il y avait... Attends, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Je pense qu'on avait interviewé aussi un agent d'entretien. Voilà, enfin plusieurs personnes donc, qui travaillent dans le lycée et qui sont pas la dame du CDI et le prof, quoi, ça tas de gens. Même si ça aurait été intéressant, la dame du CDI en plus, on l'a pas fait. Et il y avait d'autres rubriques. Donc il y avait la rubrique anecdote de prof. Enfin, c'était boulette de prof. Et en fait, je trouve. On avait dans la tête, c'est incroyable. On avait en fait une rubrique donc d'anecdotes de prof. En fait, c'était toutes les boulettes, quoi, que des fois des profs sortent en cours qui nous font rire. Et en fait, on les avait mis dans cette rubrique, mais bien sûr, c'était anonyme, donc chacun pouvait y mettre derrière le prof qui pensait que c'était, quoi. Et c'était rigolo, parce qu'en plus, on avait un prof de philo qui était toujours très poétique dans ses cours et qui, des fois, nous sortait des trucs... on savait pas d'où ça sortait, quoi, et on se le gardait en tête, et ça sortait dans les anecdotes. Ah, il le savait pas ? Il le savait pas, non. Après, c'était anonyme, hein. Mais c'était que des trucs rigolos, quoi. Enfin, c'était pas... Ouais, non, parce que je me disais, il faut être courageux quand même pour des profs de faire confiance à tes élèves et tout, de leur raconter ça, mais en fait, si c'est dans l'autre sens... Non, mais tu sais, c'était vraiment des extraits de phrases, des trucs où tu te dis des jeux de mots ratés ou tu vois, des choses... Attends, mais vous l'avez publié, du coup, ça fonctionnait comment ? À l'intérieur du lycée, en fait. Bon, après, honnêtement, c'était que l'année de la terminale, donc on a dû en sortir 3, maximum 4. Mais quand même. C'est quand même pas mal, hein. Ouais. C'est clair. Et en fait, donc il y avait une anecdote, il y avait les anecdotes de profs, les interviews, il y avait une rubrique politique où on avait un copain qui, par exemple, avait fait, je me souviens d'un article qui expliquait d'où venait la droite et la gauche, tu vois, d'où ça venait dans l'histoire de France. Et après, on en profitait pour faire la pub pour notre truc, et c'est là où j'en reviens au prix de la critique, qui n'avait rien à voir avec le journal du lycée. Mais il y avait un club cinéma dans mon lycée. Et en fait, on en avait profité pour faire un article sur le club cinéma. Et avec ce club cinéma, on faisait des courts-métrages et on avait participé à un festival lycéen de ciné, de musique, de plein de trucs à Bordeaux. Je ne sais plus comment il s'appelle, je crois que ça s'appelle le Festival des lycéens, tout simplement. Et on avait remporté le prix de la critique, c'est-à-dire que tu avais plusieurs prix. Et il y en avait un, c'était le public qui votait en fait après les courts-métrages. Et il y avait un court-métrage qu'on avait remporté avec notre lycée parce que d'autres élèves de lycée d'Aquitaine avaient voté pour nous. Mais c'est trop rigolo. Je savais pas que j'avais laissé ça sur mon LinkedIn. Il est très fourni ton LinkedIn. Oh. Aïe. Non mais je trouve ça rigolo et tu vois, moi je suis ravie parce que comme ça j'ai une anecdote trop stylée. C'est rigolo. Moi, c'est une autre façon aussi, je trouve, de vivre sa terminale et d'avoir une interaction avec l'endroit où t'es, en fait, que je trouve vachement sympa quand même. Ouais. C'était vraiment une histoire de potes aussi. Enfin, parce que voilà, on avait ces affinités littéraires et cette curiosité, peut-être aussi, ce temps pour on travaillait quand même pas mal au lycée, mais on a pris ce temps, donc c'est qu'on on avait envie de le faire. Et c'était chouette, enfin, j'en gardais bon souvenir. Puis en fait, c'est aussi une question de, je me rends compte maintenant, de mettre un réseau des gens qui se parlent pas au lycée, parce qu'au lycée, ça reste encore des groupes, quoi, très comme au collège, quoi. Tu traînes pas avec machin, tu traînes pas avec bidule, mais là, c'était l'occasion de dire, mais toi, tu dessines super bien, tu veux pas faire la couverture du Barthousien ? C'était le nom du journal. Pourquoi ? Parce que notre lycée s'appelle Louis Barthou. Alors vraiment, j'aurais pu le trouver toute seule, j'avoue. Et non, mais c'est pas... Et donc, on n'avait pas creusé super loin, on avait dit, le Barthousien, c'est bien. Et donc voilà. Donc on avait par exemple en couverture des super dessins de celui qui dessinait super bien en art plastique. Voilà, un truc comme ça. Tu l'as quelque part numérisé ? Sûrement que je dois avoir des vieux PDF quelque part. Mais en fait, on l'avait imprimé, hein. On l'avait vraiment imprimé. Mais tu me passerais un lien ? Et on les... Ouais. Pour qu'on voit si je le retrouve, hein, honnêtement. Mais vous regarderez le site internet, si on l'a trouvé ou pas, ce serait dessus. Ce serait trop drôle. Je vais essayer de retrouver ça, ouais.
Ouais, parce qu'en en fait, on l'avait pas mis en ligne. Hein. C'était vraiment juste, on l'imprimait et on le vendait quelques centimes pour pouvoir l'imprimer, en fait, juste. Et Vous l'avez mené jusqu'au bout, c'est cool. ouais, mais ça a pas tenu, je pense. Je crois qu'après notre année, il y avait des gens qui avaient peut-être essayé de le reprendre, mais comme on était beaucoup de terminales dans le groupe, on n'avait pas assuré la relève. succession. Ouais. Ça. Ouais. C'est un truc que tu apprends bien après dans les études Oui. supérieures, par contre, hein, de gérer les successions sur plusieurs années. Alors quand même, vu que tu parles de mise en réseau et tout, je fais une petite question d'écart qui est comment tu restes en contact avec les gens du coup, maintenant que tu as déménagé et tout. Est-ce que c'est un truc que tu fais activement? Est-ce que tu croises juste les doigts? Non, je fais activement. Après, comme j'ai eu l'habitude de beaucoup bouger, les amis, les vrais amis, hein, bien sûr, pas les gens qu'on rencontre comme ça, avec qui on n'a pas trop d'attache, je prends des nouvelles souvent. Parce que, par exemple, voilà, les amis que je me suis fait au lycée ne sont pas les mêmes que j'ai dans mon village d'enfance. Et pourtant, j'ai gardé des liens très forts avec mes amis d'enfance. Mais c'est quelque chose qu'on doit entretenir parce que quand on est loin tout le temps, on vit pas les mêmes expériences, on fait des études différentes, on travaille dans des milieux différents. Et donc, c'est important de prendre des nouvelles. Après, bien sûr qu'au bout d'un moment, ça s'étire dans le temps. Mais les amis que j'ai, les vrais amis, c'est des amis pour la vie. Je peux les appeler, je peux les voir. C'est comme si je les avais vus la veille. Avec certains, ça demande pas, de se textoter tous les jours non plus, quoi. Mais c'est quelque chose d'actif. Je pense que ça s'entretient vraiment activement, c'est-à-dire il faut en être conscient, quoi. Oui, c'est ça, parce que Voilà. je trouve qu'on a plein de thématiques dans le monde professionnel. Puis en fait, dans le monde amical, on n'a pas tant de... Enfin, si tu prends pas le temps d'y réfléchir ou de te rendre compte, ça passe vite aussi, en fait. Oui, ça passe très vite. Moi, j'ai ma meilleure amie d'enfance qui va accoucher, là. Je le dis à tout le monde. Je m'en fiche, je le dis ici aussi. Félicitations. Mais je veux dire, non, mais voilà, c'est des trucs où on se rend pas compte que le temps file. Et quand on calcule, on se dit, mais en fait, ça fait 20 ans que je te connais. C'est ça. Et pourtant, j'ai 24 ans, je suis pas... Voilà, mais quand on a des amis pour la vie, on vit vraiment des expériences pendant plusieurs années ensemble. Et puis, on commence à vivre des choses, on rentre dans l'âge adulte. Et voilà, c'est encore autre chose, quoi. C'est des étapes qu'on passe ensemble. C'est rigolo. C'est trop cool. C'est comme... Tu vois, moi, c'est franchement, l'une de mes chances, je trouve, c'est quand même rester présente. Tu vas même si t'es loin, en fait, tu vas te rendre un peu la distance... qu'ils se disent pas Berlin c'est au bout du monde alors que Marseille ce serait à la porte d'à côté quand t'es par exemple à Paris, tu vois. Non. Mais que tu restes dans le même niveau de s'il y a un anniv ou s'il y a un gros truc, t'es invité quand même. Ouais. Et en fait on part pas du principe que c'est fini, t'es trop loin, quoi. Bien sûr. Ouais. Puis bon, de toute façon, ça je pense que c'est pas... Bon, bien sûr, sauf si tu vis à l'autre bout de la planète où là, concrètement, c'est trop difficile de se voir. Bien sûr, mais quand tu restes en Europe, par exemple, que tu peux facilement te déplacer en train ou en avion, que tu sois en fait de Bordeaux à Marseille ou de Bordeaux à Berlin, je pense que c'est pareil. En fait, dans le sens où l'investissement, ça reste une relation de distance et il faut la nourrir pour conserver ton amitié, la renforcer, pardon. Et voilà. Mais tu vois, c'est pour ça, parce que du coup, je rebondis sur ce dernier truc du télétravail et tout, du flex-travail, des formes de travail. Ouais. Je pensais pas que moi, ça jouerait autant dans ma vie que dans mon monde professionnel, d'avoir tes 30 jours, plus ou moins, ou 28 ou 26 jours au début d'année, de vacances, et de te dire, en fait, ces jours, je peux les choisir pour moi, mais je peux aussi les choisir pour mes proches ou ma famille. Oui. Et c'est ça qui me... Ça me tend un peu ce truc de devoir venir au bureau tout le temps et pas pouvoir dire 30 jours par an, par exemple, comme ça tu as 30 jours de vacances et tu as 30 jours où tu as juste le droit d'être autre part, en fait. Oui. Et autre part, c'est... Moi, je l'ai fait avec plusieurs copains qui, par exemple, viennent à Berlin l'été. Oui. Moi, je travaille... En plus, la chance de l'Allemagne, c'est que tu peux travailler de 7 à 15 heures, en gros, si tu commences très tôt. Veux. Ouais, c'est vrai, ouais. Et du coup, eux font les visites que j'ai déjà fait 26 fois que je veux plus faire le matin. Et après, on se retrouve et on a encore presque une journée ensemble après à en profiter, quoi. Ouais, carrément. Et je trouve que pas avoir l'envers, c'est chiant, quoi. De pouvoir le faire ailleurs et de profiter. Enfin, j'ai des copains allemands qui ont négocié avec les entreprises où ils travaillent d'avoir l'autorisation de partir 3-4 mois en hiver.
Ben nous, en hiver, on a eu, je vais pas exagérer, pas la moitié de l'ONG, mais pas mal de gens de l'équipe qui partent très très loin au soleil pour survivre à l'hiver berlinois en trichant, quoi. Ils partent. Ouais. Mais non, mais c'est vrai que c'est une flexibilité qu'on t'offre de dire, bah, tu peux travailler de loin, comme si tu étais en télétravail, mais d'un autre pays, quoi, depuis l'étranger. Et c'est ok tant que, bah, voilà, tu fais tes heures, bien sûr, et tu Et fais encore, ton travail. et encore une fois, ça peut sembler c'est très problème de luxe, évidemment, de ce qu'on est en train de parler, de dire d'avoir la possibilité d'aller ailleurs et tout. Mais c'est Oui. plutôt dans l'idée de... par exemple, un truc que j'ai trouvé hyper intéressant dans la question climatique, qui disait que finalement, si on voulait prendre la question climatique au sérieux, il y avait aussi à quel point on travaille, nos heures cumulées de travail et qu'est-ce qu'on produit, etc., qui a des impacts en fait. Oui. Et si tu diminues ton quota de travail par semaine, ça veut aussi dire que tu as plus de temps, par exemple, parce qu'en fait, ce qui est rigolo, c'est notamment ces fameuses 10 heures que tu découvres quand tu fais tes études en Allemagne, Oui. c'est qu'en fait, le temps qui te reste, c'est pas de la consommation en fait. Souvent, c'est du Ouais. social, souvent, c'est Ouais. tu vas dehors, tu fais des activités au dehors, et c'est pas de la consommation. Ce qui Oui. est un plus gros risque d'atteindre, je trouve, dans une semaine de 40 heures où tu es juste en mode Oui. il faut que je profite des sous que je fais, quoi, Oui. en gros. Oui, c'est vrai, ouais, aussi. C'est Pose vrai. ça là. Voilà. Ouais, ouais. Après, bon, ouais, ça reste quand même. Je pense que même si voilà, c'est une possibilité qu'on a qui est chouette, je trouve que c'est super de travailler en vrai. Enfin, comment dire, pas de travailler en vrai, de travailler en physique. Oui, bien Je sûr. vois la différence. Enfin, bien sûr, j'ai vraiment ce luxe de me dire, bah, je peux, si j'ai envie de rester chez moi, de travailler de chez moi, ou de partir une semaine en France, bien sûr, en discutant avec mes collègues, hein, ça se fait pas comme ça. Mais si j'ai envie, je peux le faire. C'est chouette. Mais la qualité de travail et d'échange avec les collègues, pour moi, c'est vraiment rien à voir, quoi. Je suis d'accord. Ouais. Et tu vois, je trouve que Wolfgang, donc, qui est Oui. gérant de Too Good To Go, on parlait vachement bien en disant que ce que lui essayait au travail, c'était la confiance. Mm. Et en fait, plus que de dire on fait comme ça ou comme ça, c'est dire on peut discuter, on peut s'ouvrir au fait, enfin, on peut se mettre d'accord que les gens qui sont là, bah, ils sont responsables aussi de ce qu'ils font. Mm. Et s'ils décident qu'ils veulent faire une semaine plus loin ou dans un autre... Tu vois, tu peux aussi avoir envie de verdure d'Ardar ou de montagne Oui. et aller en Bavière ou en Autriche ou ce genre de choses. Oui. Et juste de dire tu fais confiance que les gens qui le font sont capables de faire leur travail, sont capables, tu vois, sans que ça impacte trop les gens de partir 1 ou 2 semaines. Oui, bien sûr. Et Ouais. j'aime bien cette idée-là, en fait, aussi. Oui. Après, ça, c'est aussi très allemand le côté on responsabilité individuelle. On part du principe que les gens sont responsables, en fait, et on leur fait confiance. Enfin, Dans les limites du protocole. Voilà, bien sûr. Le protocole est important, mais il y a quand même une idée derrière qui est que, bon, voilà, on part pas du principe que les gens contournent la règle. Je suis En d'accord. France, on Ouais, commence à réfléchir c'est vrai. comment on peut la contourner, la règle, aussi. C'est pas faux. Ça l'a montré aussi pendant le Covid, c'est-à-dire qu'en France, on a encadré les gens au point de dire, pour sortir de chez toi, tu remplis quand même, voilà, C'était ouf, ouais. un truc. En Allemagne, j'étais en Allemagne pendant le confinement et en fait, on pouvait sortir. Enfin, bien sûr qu'on n'avait pas le droit de se réunir dehors, de faire des fêtes, etc. Mais il y avait quand même plus ce truc de c'est à chacun d'être responsable, de contribuer au truc, quoi. Ils sont quand même trop contrôlés, si tu veux mon avis. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Enfin, je sais pas. Bon, moi, je l'ai vécu comme ça. Après, j'étais encore étudiante, bien sûr, et ma famille était confinée, vraiment arrêt de travailler. Moi, j'ai fait les deux. Hein. J'ai vu différents. Toi, t'as vu les deux ? J'ai fait la France et l'Allemagne. Ouais. Et bon, t'avais du positif et du négatif dans les deux. Oui. Mais ce que j'avais aimé en France, c'est que ça avait montré que, par exemple, la flexibilité qu'on te demandait d'avoir, tu pouvais... Enfin, moi, j'avais aimé, du coup, comment les personnes avaient vraiment remis en question leur vie. Quand tu peux sortir qu'1 heure par jour, tu vois, ça te demande quand même un niveau tu veux dire les bienfaits Enfin, les bienfaits. Voilà. Enfin, les conséquences, quoi. Les conséquences d'un isolement forcé avaient aussi porté des choses positives dans la vie des gens parce qu'ils se sont remis en question. Exactement. Oui. Et j'avais trouvé ça chouette, pour le coup, de faire cette expérience-là, tu vois. Alors que l'Allemagne, qui avait été plus souple sur ce genre de choses, ils n'ont pas eu cette expérience de... Attends, parce que quand t'es chez toi et tu as le droit de sortir 1 heure par jour, tu réfléchis beaucoup quand même. Ouais. Ça te fait une expérience quand même assez hallucinante de remise en question aussi. Après, oui. Mais en France,
encore une fois, on n'était pas tous à la même enseigne. Il y a des gens qui Exactement. ont vécu un Moi, confinement il y en très a qui ont violent été aussi, horribles. Hein. très difficile. Donc, ça a comme tu dis, il y a du bon et du mauvais dans les deux. Mais c'est différent culturellement, en fait. Je pense aussi. Enfin, la politique est liée à comment vit un pays aussi, quoi. Bon, même si ça reste des nuances et qu'on a quand même vécu une sacrée crise. Hein. C'est clair. Mais c'est bon, c'est le micro. Écoute, on a parlé plein de trucs. Je suis trop contente. On a abordé notamment les... Je pensais pas qu'on parlerait autant des différences culturelles entre les deux, mais trop bien. Moi, je t'ai posé toutes les questions que j'avais sur ma petite liste. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, que tu aimerais aborder, ou tout ce que tu veux? Là, comme ça, non. J'ai l'impression d'avoir fait un bond dans le passé, d'avoir raconté un petit peu... d'avoir raconté ma vie, hein, voilà, disons-le. Non. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Merci à toi. C'était chouette. Et puis, pour ceux qui aiment le théâtre en français à Berlin et qui s'ennuient, non, ou qui ont juste envie de voir une pièce de théâtre, venez voir la ménagerie à la Coude. Ça serait super. On te suit où, toi? Du coup, sur Instagram, j'ai mon compte qui s'appelle Kleine Chloé. Et j'ai mon compte, du coup, maintenant, Les Dessous de Berlin, pour ceux qui sont intéressés par le projet de la vie du métro à Berlin. Et on peut te contacter pour quelle raison? Juste un petit résumé. Pour toute envie de mise en réseau, en rapport avec le projet Les Dessous de Berlin, ça serait super chouette. Et après, pour ceux qui aiment le théâtre, si vous voulez des renseignements sur la ménagerie, vous pouvez passer par moi ou directement par le compte de la ménagerie, où Simon sera super content de vous répondre, qui est le nouveau président de l'association. Voilà. Impec. On va compléter tout ça. On mettra toutes les infos aussi sur le site internet. Donc allez le voir, ils sont... J'insiste de plus en plus dessus parce que vraiment... On dirait vraiment qu'on fait la pub. On fait de la pub parce que vraiment il y a des infos cool dessus. Et puis abonnez-vous à la newsletter. Parce qu'autant je trouve ça très chiant, mettez-moi des bonnes notes, ça me saoule. Donc c'est pas un truc que j'ai envie de dire. Mais pour le coup, la newsletter, je fais un petit aparté parce que je trouve ça important. Et si jamais toi un jour tu lances un projet, tu me l'enverras aussi. Mais j'aime bien cette idée de t'as un endroit extérieur. Tu vois, enfin extérieur, en l'occurrence une plateforme par exemple où tu envoies tes newsletters, qui a aussi les contacts des gens qui ont vraiment envie de suivre. Ouais. Parce que tu vois, si Instagram crache demain, si le site crache demain ou quoi, t'as pas forcément les contacts des gens qui ont envie de rester dedans en fait, dans la boucle. C'est une vraie question, les gens qui ont par exemple que un compte Instagram. Enfin, j'avais vu sur des gens qui ont énormément de followers, hein, bien sûr. En fait, ils perdent une communauté, dans le sens, oui, tu n'as plus de lien. C'est une vraie question, ça, ouais. On fait un coucou à Elodie, à qui c'était arrivé, et qui avait un gros compte en plus, où les gens la suivaient, appréciaient ce qu'elle faisait et tout, et en fait, ça a été hacké. Et du jour au lendemain, ça n'a pas fonctionné. Ouais, c'est pas elle n'a pas pu le récupérer, elle est repartie de zéro. Et bon, déjà, pour le moral, c'est quand même pas facile. Et puis en fait, elle me disait déjà, elle avait perdu toute la banque de données de ce qu'elle avait mis. Donc, j'espère que tu fais des bons copier-coller de tes présentations, c'est ça. Et du coup, c'est pour ça, ce côté newsletter qui est extérieur, qui en plus est même pas... je peux même pas faire du spamming parce que c'est vraiment pas régulière. Et en fait, l'idée, c'est que sur du long terme, si jamais toi, tu lances un projet à côté, d'avoir une autre porte pour aussi la présenter quand tu es tranquille chez toi, en train de lire, quoi. C'est vrai. Bon, puis c'est chouette, moi je suis abonnée à ta newsletter et par exemple le petit journal Berlin, et c'est super chouette pour avoir des infos régulières via autre chose que les réseaux sociaux, parce que des fois on veut pas trop passer de temps sur Instagram ou se perdre dans l'activité de scrollage intempestif, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais scroll en fait tout simplement, donc c'est chouette aussi. Trop cool. Merci beaucoup Chloé. De rien, merci à toi. Bravo, vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Merci pour votre temps et votre curiosité. Vous retrouverez tous les détails liés à l'enregistrement sur le site internet du podcast berlindetoi.com. Souscrivez à la newsletter pour recevoir de temps en temps des actualités du podcast et d'autres réjouissances. Abonnez-vous au compte Instagram du podcast Berlin de Toi
et je me tiens à votre disposition si vous souhaitez participer au podcast ou vous faire accompagner. Excellente continuation, à très bientôt.